On entend souvent dire que le métier de dev est un métier d'artisan car au final très manuel et dans la construction. Ici, on répond parfois que c'est un métier d'artiste car très lié à l'inspiration et à de la création. Pour enfin répondre au débat, cet été, nous allons rencontrer des artisans et des artistes pour savoir comment ils travaillent et quelles sont les similarités entre nos activités. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions sans transition, je ne reçois pas Stephen Hawking, mais il s'y connaît en multiplication. Verino, bonjour. Salut. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Verino, j'aurais une première question pour toi sur cette série. Est-ce que tu... Moi, je peux déjà répondre. Hein. Ouais. Et après, c'est fini le podcast. Eh ben vas-y, essayons, voilà. tentons. On est tous des artisans et des artistes. Voilà. Fin, c'est pas mal. Appuyer sur le bouton rouge. Et c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était cool, merci de cette conclusion rapide. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été, et puis à bientôt. Un bon moment. Le podcast le plus court du monde, pardon. Donc, oui, non, mais sinon, toi, du coup, tu te considères plutôt comme artisan ou plutôt comme artiste ? Moi, je me considère vraiment comme artisan, sans aucun doute du tout. Artiste, pour moi, il y a un côté un peu pompeux que j'arrive pas à me coller à moi-même. Ouais. Pour moi, je suis un fabricant de trucs alors je fabrique avec mes petits outils et parfois mes outils, il y a peut-être de l'instinct et puis donc je pense que c'est ce côté-là qu'on appelle le côté artiste, mais à mon avis, il est chez l'artisan aussi. Moi, je me considère vraiment comme un artisan, quoi. Un fabricant de blagues, tu vois, un ponceur d'humour, un truc un peu vraiment manuel, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Parce que pour toi, l'artiste, c'est celui qui a une longue écharpe, qui travaille dans un atelier, qui fume des cigarettes. Ça tombe, tu sais, ça vient tout seul. Dieu lui a envoyé un truc, puis il l'a reçu aujourd'hui, et paf, faut qu'il s'exprime au monde. Moi, j'ai... Effectivement, le côté... mais c'est peut-être ma sensation à moi, et elle n'est pas forcément bonne, mais j'ai l'impression que l'artiste, il est presque... sa création s'impose à lui. T'as un truc de... il faut à tout prix que j'exprime quelque chose, et c'est mon côté artistique, il faut que je crache ma compréhension du monde. Là où l'artisan, et c'est pour ça que je me retrouve plus là-dedans, c'est, mon gars, tu retrousses tes manches, tu te mets devant ta feuille blanche, moi dans mon cas, et puis tu grattes, quoi. Et là, parfois, il y a l'inspiration qui arrive, mais elle arrive seulement si t'es au boulot, quoi. Oui, mais pourtant, dans un artiste aussi, il y a ce côté, parfois, il va produire des choses qui sont pas ouf, et parfois, effectivement, il y a une espèce d'inspiration, divine, il y a un truc qui vient. Ouais. Toi, t'as pas l'impression sur ton processus créatif, d'écriture de spectacle et autres, que t'as parfois d'un coup une espèce d'épiphanie, un truc qui arrive, et tu te dis, en fait, c'était ça la solution ? Ouais, il y a même aussi parfois le pif de... Mais est-ce que c'est, là pour le coup, sur le débat artiste-artisan, je sais pas si ça colle, mais cette question mise à part, oui, parfois, même tu fouilles, il doit y avoir quelque chose chez toi aussi, quand t'es dans ton développement de ton projet là, tu sais que là, il y a un truc intéressant à faire, t'as pas trouvé encore le chemin. Moi, des fois, je sais qu'il y a une vanne. Je le sais très bien, quoi. Je suis sur mon truc, je vois, j'ai mis toutes les petites pièces comme ça, et à la fin, ça claque pas. C'est pas normal que ça claque pas. Mon cerveau, il me dit, il y a quelque chose qui va pas. En plus, je rentre dans l'apprentissage, parce que moi, je suis obligé un petit peu enfin, je suis obligé, non, mais en tout cas, je suis plus efficace quand je maîtrise l'objet. Je vais dire ça comme une sphère un petit peu, visuellement, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que j'ai toutes mes ramifications dans tous les sens, et à partir de là, je peux voir ce qui cloche dans ce que je veux raconter. Okay. Je peux me dire que là, c'est intéressant, je peux me dire que là, j'ai raté la vanne, je peux me dire que là, le rythme, il est bon, je peux me dire que là, le mot de 4 syllabes, il doit en faire 2. Et il y a quelque chose qui fait que là-dedans, il y a une espèce de truc un peu barge, et quand j'ai appris mon texte, je suis capable de voir ça. Et donc, j'apprends le texte, et je me dis, ça cloche là, non ? Il y a un truc, il y a quelque chose qui est tordu. Et je me demande si c'est pas pareil quand tu montes un site ou quand tu montes un projet. T'as évidemment tes objectifs de base, et puis t'as la sérendipité, quoi. J'avais pas du tout prévu d'aller là, mais c'est là que ça tape très fort. C'est là que c'est juste. Et effectivement, il y a peut-être
Mais je crois que pour moi, c'est l'artisanat qui me mène à ça, quoi. Ah, je vois. Moi, tu vois, c'est effectivement ce que tu décris, c'est un truc qui m'amène effectivement à dire que souvent le dev, c'est un métier d'artiste. Parce que on peut t'amener parfois, effectivement, on va dev un truc pendant plusieurs heures. On sent que ça fonctionne, mais c'est pas ouf. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire, exactement. On l'a fait. Le client, on va pouvoir ouais. lui montrer qu'on a fait ce qu'on avait demandé, mais il n'y a pas la joie. C'est ça. Ouais. Et puis d'un coup, tu es en train de promener ton chien, tu es en train de prendre ta douche, tu es en train d'aller te coucher, et puis tu as une espèce de « Ah, mais si, je sais !» Et on part sur une espèce de run de dev, c'est-à-dire qui va durer peut-être 8 heures, peut-être 2 heures, peut-être 20 minutes, mais tu as une espèce d'épiphanie, tu fais « Ah, mais oui, je sais !» Et là, en général, tu craches tout. Et tu repars from scratch et tu crées un truc et tu as l'impression vraiment d'être sur ton piano en train de faire un truc de ouf. Et moi, ça m'arrive jamais, ça. Ouais. Mais ouais, je fantasme. T'as pas d'un coup la vanne où tu te dis ah mais si en fait c'était ça. Mais si ça m'arrive sur scène systématiquement. Parce que sur scène, je débloque. Il y a un truc où t'es plus en connexion, t'es juste. Enfin, si t'es en connexion justement ultra avec l'ici et maintenant. Et je pense que sur scène, il y a énormément de choses qui se débloquent, mais jamais en promenant mon chien, parce que j'ai pas de chien en fait. C'est peut-être ça le problème. Prends un chien. Mais tu vois, avec les enfants, toutes les activités de la baraque ne déclenchent jamais rien d'autre que les activités de la baraque. J'ai jamais un truc de je suis désolé, je vous laisse. Papa enfile sa cape de super-héros et va créer. Oui, mais parce que pourtant, en même temps, dans tes spectacles, tu parles souvent de tes enfants, de ce que tu fais avec eux, des vannes qui peuvent te dire. C'est-à-dire que, mine de rien, au moment où la chose se produit face à toi, direct, tu vois comment tu peux rendre le truc drôle Pas du tout. C'est que la vanne se produit face à moi, je rigole, et puis après, des heures, peut-être même des semaines plus tard, j'ouvre mon ordi parce que je dois travailler et je réfléchis à des trucs, je me dis qu'est-ce qui s'est passé de marrant ? Ah, attends, ça c'était drôle. Et à l'écriture, le machin et tout, je me dis mais évidemment que c'était drôle. Et j'ai plein de collègues qui comprennent pas cette manière de faire. Évidemment, moi, si je ne regarde pas le truc attentivement, il me saute pas la gueule. Hein. je vivrais une vie très bien de mec. Je suis marrant dans la vie, mais ça me va très bien ce petit rythme cool et tout. J'ai pas l'impact de l'idée quoi. Pour moi, l'idée, si elle arrive pas au bon moment, il y a pas de place pour elle. C'est pas en promenant le chien quoi. Moi, il faut vraiment que je sois devant mon ordi et que je sois en train de créer. Que là, en fait, je pense que l'idée, moi, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle s'inscrive dans un tout. C'est-à-dire que j'ai eu déjà des bonnes idées, des trucs où je me dis ça va être marrant, et à l'écriture ça marche pas, au jeu ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Mais pour que ça fonctionne vraiment et que l'idée soit bonne, il faut que les étoiles s'alignent et il faut que mon cerveau soit disponible pour apprendre le chemin correctement. Là, je veux dire, la dernière idée que j'ai eue comme ça, c'est Tempête Gérard. Quand il y a eu la tempête Gérard, c'était en janvier, en Bretagne, je me dis, c'est quand même très très drôle que dans tous les pays, elle s'appelle Svetlana et machin, et que chez nous, ce soit Gérard, quoi. Et Gérard, c'est vraiment le prénom de ton tonton à Noël, tu sais, où je te présente mon tonton Gérard, il n'y a pas de tonton Gérard, c'est Tempête Gérard, le vieux nom de DJ, quoi, tu vois. Et ça part sur le mec qui a que des blagues misogynes avec c'est Tempête Gérard, il a son jingle, quoi, Tempête Gérard. Et là, l'évidence, elle est là, mais elle est là parce que tout est balisé avant. Et au moment où ça sort, et c'est drôlissime, et pas de problème, et on le sait, quoi. Mais ça vient au moment où je suis au travail. Ouais. Alors, moi, j'ai une vision de l'artiste, je pense, qui est aussi un petit peu biaisée, parce qu'au final, je suis pas artiste. Tu me files un pinceau ou une flûte, il se passe rien, quoi. Attends, moi, tu me files un site à développer, là, tu vas voir. Mais tu vois, moi, l'humour, je trouve que c'est un domaine que je trouve vraiment fascinant. Je suis pas du tout humoriste ni rien, mais il s'avère que j'ai écouté beaucoup de trucs autour de la création de la vanne, la nécessité de la rythmique. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Il y a un truc que je recommande très souvent, que tu connais peut-être déjà, qui est une vieille émission américaine qui s'appelle Talking Funny, avec Jerry Seinfeld, Chris Rock, Louis C.K. et Ricky Gervais, qui pendant 1 heure parlent ensemble de la construction de l'humour, qui je trouve qui est une masterclass de t'as 4 styles très différents, donc je trouve ça absolument, absolument génial. Et tu vois, dans tout ce que tu évoques sur la façon dont tu travailles effectivement et dont tu construis ta vanne, moi, c'est aussi un truc qui fait que je dis souvent que le dev, c'est un métier d'artiste. C'est que je parle de ce côté d'inspiration qui devient un peu d'un coup. Mais l'inspiration, je sais que ça se travaille, ça se repose, ça se cultive, ça s'entretient. C'est pas... tu vois, tu parlais au début de l'artiste où le truc lui vient un petit peu comme ça. Je pense que mine de rien, l'inspiration, c'est un truc que tu dois alimenter. Et moi, je fais en sorte beaucoup que les devs avec lesquels j'ai pu travailler
s'intéresse aussi à d'autres métiers, à d'autres trucs. Évident, Tu vois, sinon... des trucs tout cons, c'est Ouais. va te renseigner sur comment fonctionne un distributeur de bouffe. Ouais. Ça peut te paraître absurde quand tu codes des sites web, mais en fait, juste la mécanique de comment est codé le truc et compagnie, comment ça fonctionne, toutes les pièces mécaniques, il y a quelque chose d'intéressant en fait. Et comment va bosser un maroquinier. C'est aussi pour ça que je fais cette série d'épisodes, tu vois, c'est découvrir Ouais. d'autres métiers. Et je sais que dans l'humour. C'est génial d'ailleurs comme idée, hein. Au passage. Merci. Je trouve ça super, quoi, justement, de faire des ponts entre créatifs, quoi. Ouais. Et tu vois, je sais que dans le métier de l'humour, c'est important, et j'imagine que tu le fais aussi, d'aller écouter d'autres humoristes, Ouais. d'autres types d'humour qui sont parfois peut-être que tu trouves pas forcément drôles, parce que chacun a un peu sa catégorie, mais c'est aussi un truc qui t'alimente. Et quand tu parles tout à l'heure de espèce les planètes sont alignées et tu vois un peu le chemin de la vanne, il y a aussi cette alimentation en fait par tes pairs, par tous les autres, et de ce que eux font et qui t'aident dans ta création. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Effectivement, une espèce de mémoire qui n'est pas tout à fait... c'est pas une mémoire d'apprentissage, c'est une mémoire de... Le chemin, il est vers là. Et c'est ton corps qui te dit simplement c'est comme ça que ça se passe. Et puis toi, en fonction de tes inspirations, il y a quelque chose, moi, au début, que je faisais beaucoup et instinctivement, mais moi, je commence à être un peu vieux dans ce métier, ça va faire... un peu plus de 15 ans que je travaille là-dedans, tu vois, donc il y a 15 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas autant de contenu que ce qu'on a maintenant, et donc je téléchargeais comme je pouvais les audios des spectacles des collègues, et j'écoutais énormément de trucs, et, euh, et j'avais plein de collègues qui disaient mais il faut surtout pas faire ça parce que du coup tu vas copier, quoi. Et je m'étais dit sur le moment, bah non, je pense pas. Je pense qu'en fait, je vais être la somme de tous les trucs que j'aime. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Quand tu crées, je pense que il y a nous, ce qu'on met dedans, et puis il y a en fait la vérité, c'est-à-dire juste le truc qui existe, bah, c'est la somme de tous les trucs que tu as aimés. Et effectivement, si tu as regardé un distributeur de bouffe, bah, ton site, à un moment, tu vas savoir qu'il te faut 2 clics, hein, pour arriver jusqu'au moment de la carte bleue. Parce que sinon, le mec, il est parti, il y a le métro qui arrive. Enfin, je sais pas où est-ce que tu l'as mis, ton distributeur de bouffe, mais je pense vraiment qu'il y a des ponts qui se font partout et que notre cerveau s'enrichit au contact des autres créations, hein. Mais cela dit, toi, là, tu viens d'évoquer un truc qu'il n'y a pas effectivement dans d'autres métiers, c'est le risque de la copie. C'est-à-dire que nous, les devs, Ouais. on va copier-coller du code ailleurs sans aucun scrupule. Zéro problème. C'est même recommandé. C'est-à-dire qu'on Ouais. te dit, bah, c'est bien, tu as gagné du temps. Tu as un truc qui marche en prenant le truc d'un autre. Ça pourrait être le C'est- cas en c'est- humour c'est mis aussi. à dispo. T'as gagné du temps, la vanne, elle existait déjà. Du coup, il y a longtemps, c'était il y a longtemps maintenant, il y a l'histoire de Copy Comics, c'était il y a plus de 5 ans, je crois. Oh, je sais pas si à ce point-là, mais oui, peut-être, ouais. Et comment est-ce que toi, du coup, tu approches ce rapport à la copie qui est très particulier Moi, dans j'aime votre pas, monde? J'aime pas la copie, mais en fait, je vais te dire, je crois que j'ai pas le même. Il y a beaucoup d'humoristes qui étaient énervés. Un truc un peu, ça, c'est de la copie, c'est de la triche, c'est du mensonge. Je sais pas comment dire ça, faut couper la main, quoi. Moi, j'avais plus un côté. Bah, pour moi, le gars qui a piqué une vanne, déjà, il peut y avoir de pas fait exprès. D'abord, il y a d'abord la bonne foi. Moi, je sais que ça m'est arrivé. J'ai plutôt une bonne réputation auprès de mes collègues d'un mec gentil. Et donc, on sait que si j'ai piqué une vanne, ce sera pas par méchanceté, ce sera plus par ignorance, potentiellement, quoi. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs. C'est moi, je sors un sketch par semaine, donc sur YouTube, à force de livrer, je reçois des fois des commentaires de gens qui disent mais cette vanne-là, Mustapha l'a faite en 2011, quoi. Bon bah la chance que j'ai, c'est que j'ai le numéro de Mustapha, et donc je vais l'appeler pour lui dire bah, il semblerait que je t'ai piqué une vanne, qu'est-ce que t'en penses? Et la quasiment totalité des gens que j'ai contactés, je pense il doit y en avoir 5 ou 6, ils m'ont tous répondu mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir, et c'est pas... Mais il y a eu une telle psychose au moment du piquage de vanne que déjà on est tous attentifs là-dessus. Mais moi, quand j'apprends qu'un humoriste a piqué une vanne, je l'enlève de la case des artisans, en fait. Je me dis juste, bah t'as pas compris le taf. Le taf, c'est pas de montrer des blagues à des gens. Le taf, c'est de montrer ce que t'es à des gens. Et quand les blagues, c'est les blagues de quelqu'un d'autre, bah c'est parce que t'es toi. Ouais. Et donc oui, t'es drôle, pas de problème. Mais c'est quoi ton... C'est quoi... À quoi tu sers là-dedans? T'es juste un messager. Bah moi, ça m'intéresse pas. Pour moi, le stand-upper, c'est le messager, c'est le mec qui écrit le message. Et enfin, il a toutes les responsabilités, le stand-upper, du démarrage de l'invention de la vanne jusqu'au moment où il la donne. S'il y a un moment là-dedans où c'est plus toi le responsable, bah sur scène, j'ai l'impression de voir une coquille vide, en fait. Je me dis, bah t'es pas un stand-upper, en fait. T'es un comique, c'est bien, c'est super, mais t'es pas le stand-upper que moi j'ai envie d'avoir. J'ai envie de rêver. Moi, j'adore admirer les gens. Et j'adore fantasmer les qualités des gens. Donc j'ai besoin
quand je regarde un collègue, ouais, j'ai besoin de... Enfin, je suis fier de voir un mec qui fait du bon boulot parce que je me dis, putain, j'ai envie d'être dans son équipe. Et ça me tire vers le haut, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Parce qu'effectivement, cette notion de copier une vanne, en fait, au final, dans ton métier, la vanne, C'est moi, la vanne. C'est un élément. Ouais, Ouais. tu as toute la construction du tour, le setup, le Oui. delivery, la punchline, il y a tout un ensemble de choses. Et comme vous parlez d'actualité assez souvent, Ouais. tu as forcément des sources d'inspiration qui sont les mêmes que quelqu'un d'autre. Exactement. Donc en fait, tu peux arriver au même endroit. On peut arriver au même endroit et tout ça, mais en général, moi, quand j'arrive au même endroit que quelqu'un d'autre, je me dis juste, bah, c'est con. Ça veut dire que j'ai pas assez poussé, il faudrait que je sois meilleur. Je devrais pas avoir la même vanne que machin parce que on n'a pas le même cerveau. Mais des fois, ça arrive complètement d'ailleurs. Et puis c'est ça aussi, surtout aujourd'hui, il y a 15 ans, on se posait moins la question parce que t'avais un mec qui écrivait le Scrabble. Si t'en as un autre qui arrive et qui dit bah, j'ai un nouveau sketch, ça s'appelle le Scrabble, tu dis bah là mon gars, ça se voit que c'est pompé. Alors qu'aujourd'hui, bah moi oui effectivement, je livre 40 trucs par an et on est de plus en plus nombreux. On doit être une dizaine à faire énormément de contenu comme ça. Bon bah oui, parfois ça se percute parce que tout simplement j'ai pas le temps de regarder le travail de chacun et puis que aussi on a y a des trucs marrants, il y a des trucs absurdes et quand tu vois l'absurdité, l'autre il voit l'absurdité et oui on tombe sur la même vanne. Mais par exemple, si un artiste, c'est un humoriste vient te voir et te dit j'ai un super sketch qui est top, ça s'appelle le Boggle. Est-ce que du coup pour toi on est sur de la copie ou Ouais, si c'est effectivement toi, tu sens que c'est juste toute à côté la stratégie, tu dis ouais, coquin quoi. En revanche, ça me dérange pas. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais je veux dire l'architecture d'une vanne, comme tu le disais, il y a la prémisse, il y a la punch et tout ça. Bon bah il y a pas 15 000 manières de faire des blagues. Effectivement, comme si tu veux faire un site marchand, il y a un moment il va falloir que tu aies une partie carte bleue quoi. Je pense que tu peux pas réinventer une carte bleue quoi. Tu peux pas dire non mais là il va payer avec ses doigts, il va y avoir un truc. Bah t'es obligé quand même d'utiliser quelques trucs et des techniques qui sont là. Et je pense que d'ailleurs ce qui fait la différence des humoristes les uns par rapport aux autres, c'est pas du tout la technique. La technique elle peut être la même. C'est comme un mec qui fait du karaté, tu vas apprendre tes katas quoi. Maintenant l'idée c'est au-delà du karaté. Il y a des mecs qui font du karaté d'une certaine manière. J'y connais rien en karaté, je parle là-dedans. Mais je veux dire il y a des gens, les footballeurs, tu vois il y a des mecs qui sont hyper techniques et tu vois la différence entre un Cristiano Ronaldo et un Messi. C'est pas le même foot et pourtant ils tapent dans le ballon, ils vont au même endroit, donc il y a un côté technique qu'il faut qu'on ait tous, la base, et après c'est ce que tu mets dedans qui fait que t'es singulier et que t'es un artisan différent. C'est là-dessus où je trouve le truc de Talking Funny là, dont je parlais tout à l'heure avec les 4 gars est super intéressant. C'est qu'il y a Jerry Seinfeld qui parle d'un sketch de Louis C.K. Ouais. Où il dit qu'en fait que lui il a un clean act, c'est-à-dire qu'il dit jamais de grossièreté et compagnie, là où Louis C.K. est quand même beaucoup plus près dans ses propos. Absolument. Et il explique en fait il y a un sketch, il y a une vanne de Louis C.K. qu'il adore sur le fait que il galère à mettre ses enfants dans la voiture pour partir en vacances, sa femme mettre les valises et compagnie, et qu'en fait lui ses vacances c'est de là à là. c'est quand il ferme la dernière porte et qu'il va à sa place. C'est là où il est en fait tranquille. 8 secondes au moment où toutes les portes sont fermées, qu'il a fermé la porte de sa femme et qu'il fait le tour de la bagnole. Mais cette vanne, j'y pense à chaque vacances. Et du coup, Seinfeld raconte que lui, il a essayé de refaire le delivery de ce truc-là, et qu'en fait, ce que lui, il fait de un clean act et compagnie, et qu'en fait, la façon dont Louis C.K. a de le raconter, comment il met les enfants, comment il galère, tous ces jurons qu'il met, cette hargne qu'il mettait dedans, et que du coup, ça rend pas la même chose quand c'est joué du coup par quelqu'un d'autre qui a une autre façon de vivre et de raconter les histoires, quoi. Et puis ils font pas du tout la même chose, effectivement. Pour moi, Louis C.K. c'est du vrai storytelling. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait de manière générale, enfin de manière générale. Par contre, il montre sa bite aux gens, et encore que il fait ce qu'il veut, du moment qu'il dérange pas les gens. Bon, bref, mais je trouve que sa manière de sortir ces trucs, il y a une vraie sincérité. Il y a un vrai truc. Je sais pas comment il fait pour avoir une telle puissance, parce que c'est pas forcément très comique, hein, mais Blanche Gardin, pour moi, c'est la même chose. Et on sent son inspiration de ce côté-là. C'est vraiment des gens. Ils racontent pas forcément ce qui est drôle, ils racontent ce qui est vrai. Et c'est toi qui va trouver ça drôle, parce qu'il va te dire regarde, là ça cloche, là c'est pas bien. Il y a tout un passage sur le fait qu'il dit mais imaginez-vous à la place des gamins à la fête de fin d'année où t'as des gamins de 3 ans qui font le soleil, qui font des machins, il y a tout un... Et en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est que des gamins, des mecs en face, que des darons avec des téléphones portables, où ils ont... donc il n'y a aucun œil, ils voient que des écrans comme ça, à l'envers. Ils disent mais les gamins, ils dansent pourquoi ? Et puis en plus, ces vidéos, personne va les voir. Et il dit...
Je crois que c'est là-dessus. Et puis elles sont regardables aussi en général. Ça n'en a rien à foutre. Tu l'as pas regardé en vrai le jour du truc, c'est pas pour le regarder en faux 3 semaines plus tard. Et donc effectivement, il y a tout un décalage là-dessus. Et c'est vrai, c'est juste c'est le au secours du monde, quoi. Et là où je trouve que l'absurdité sur laquelle appuie Seinfeld, c'est beaucoup plus du marrant. C'est le cheval qui court et qui fait un tour complet et qui arrive à la fin, il dit mais pourquoi on a couru sur l'hippodrome? Ça servait à quoi, putain? On est au même endroit qu'au début, quoi. Expliquez-moi le truc. Ce qui est au final aussi une vanne de Danny Boone. Il a un oui. sketch comme ça avec les coureurs et il dit mais pourquoi t'es parti courir? Parce que t'es revenu là, t'étais là. T'es revenu là. Sur l'attelé, lui, ou sur les chevaux? Non, pas sur les chevaux, lui. Du coup, c'est sur le marathonien. Ouais, mais moi je trouve ça vachement intéressant sur le cheval parce que c'est nous qui faisons courir le cheval. Donc le cheval il te regarde en mode mais pourquoi tu m'as fait faire ça? À la limite, le marathonien il se dit bah ça va me déclencher des trucs. Le cheval il dit aucun objectif. C'est vrai. T'as évoqué aussi tout à l'heure, enfin tu vois, il y a ce travail de la vanne, cette culture de la vanne. C'est un métier d'or. En fait, c'est-à-dire que tu vois la différence avec le métier de dev, c'est que nous on a fait des études. Il y a des gens qui nous ont appris. Alors nous on a vraiment échoué. C'était ça Non mais vous n'avez pas d'apprentissage. T'as pas un prof qui va te dire alors oui pour une vanne il faut 8 mots. C'est pour ça que moi je me suis fait justement tous ces trucs là où je te disais j'écoutais. Parce qu'en fait, il fallait que parce que moi, quand j'ai débarqué, j'avais 20 ans, et vraiment, je savais que je voulais être humoriste, mais j'avais jamais mis les pieds sur scène, j'avais jamais fait de théâtre de ma vie, j'avais aucune idée de comment fallait faire, j'habitais à Nancy. Donc je suis venu à Paris, arrivé à Paris, je dis bon, maintenant je suis comique, qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver des endroits où jouer, mais j'ai même pas de trucs, je sais pas écrire, et j'avais aucune notion de ce que c'était qu'une blague. Et donc j'écoutais énormément de trucs, parce que je me suis dit, bah oui, il n'y a pas de formation, tu peux pas apprendre. Et maintenant, il commence à y en avoir. J'ai une copine, Aude Galliou, avec qui j'écris, qui a monté une école qui s'appelle l'Académie de l'humour, dans laquelle justement tu apprends ces techniques-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas, quoi. Il n'y avait pas, et donc c'est par l'auto-apprentissage. Et ça a du sens, ces écoles de stand-up? Pour la technique, oui. Moi, je verrais ça, oui, comme un sportif. Il faut que tu aies la technique. Mais c'est pas la technique qui va faire que tu es champion du monde. Tu vois, si tu veux être champion du monde, il faut développer d'autres trucs. C'est au-delà de tout. Mais la technique, moi, je suis persuadé que tout le monde peut être humoriste. Et je le dis depuis le tout début. Parce que j'étais vraiment pas le plus drôle au tout démarrage. Par contre, je suis le gars qui a taffé, quoi. C'est Yacine Bellouz qui me décrit comme ça. Il me dit, toi, dans Naruto, il y a des mecs qui ont tous un pouvoir magique, un truc. Et là, toi, t'es le gars qui a rien, mais qui taffe. Et du coup, qui éclate tout le monde. Et il y a un côté un peu comme ça. Tu peux charbonner et réussir à développer suffisamment de choses et puis trouver... En fait, chacun est humoriste. Chacun a sa manière d'appréhender le monde. Et donc, t'as pas besoin d'être marrant pour être humoriste, bizarrement. T'as besoin d'être transparent et puis d'aimer ça, en vrai. Parce que je monte sur scène tous les soirs. Donc, il faut avoir l'envie de se mettre à nu tous les soirs, quoi. Ça, pour le coup... Il y a aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une interview d'Alexandre Astier où il parle de l'ingénierie de la blague. Donc il y a ce côté très, très mathématique, très, très, très froid. Est-ce que c'est possible d'être aussi pragmatique, aussi technique sur un truc aussi... on a l'impression que c'est instinctif quand même, tu vois, cette capacité de répondre, de vanne. Moi, ce qui me plaît, c'est l'instinct. Ce dans quoi je m'éclate, c'est l'instinct. En ce moment, j'ai un pote qui fait ma première partie, qui s'appelle Greg Vacher, et qui est tout débutant en humour. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, et il y a 15 ans, il me disait un jour, je vais faire de l'humour. Il était à la radio, il était dans l'équipe de la matinale sur Fun, et c'est le mec le plus marrant du monde dans la vie, mais c'est à se pisser dessus tout le temps. Mais tout le temps, il a un truc créatif, lui. Lui, il est tombé dedans. Tu peux pas, tu sais pas. Il y a quelque chose, quoi. Il a le drôle en lui. Et donc, cette année, comme il a arrêté la radio, je lui dis, mon gars, ça fait 15 ans que tu me dis que tu vas faire du stand-up. Là, je te propose de partir avec moi en tournée. On a 6 mois. Pendant 6 mois, tu vas venir et puis tu vas rôder tes 10 minutes. Tu vas découvrir ce que c'est. Tu vas voir si t'aimes bien. Parce que c'est cool aussi de fantasmer le « ah, j'aurais pu ». Oui, mais ça se trouve, t'as pas envie. Et bref, et donc, il est là tout le temps. Et il apprend en 6 mois ce qu'on met 15 ans, nous, à découvrir, toutes les déceptions, les victoires, les défaites, l'horreur d'une soirée qui se passe hyper bien, parce que le lendemain, tu te dis que ça va pas marcher, puis le lendemain, ça marche hyper cool. Puis alors là, tu te dis, mais alors, le surlendemain, je vais crever. C'est mathématique. Il y a un moment, je vais forcément échouer. Donc, tu y vas avec la peur au ventre, c'est ce qui fait que tu échoues, alors que tu n'aurais pas échoué si tu n'y allais pas. Donc, il faut se séparer de cette peur. Enfin bref, il y a un chemin extraordinaire à faire. Et ce que je lui disais tout le temps, c'est
pour moi, tu dois être impeccable techniquement parce que la technique, c'est ce qui va te sauver. La technique, c'est ce qui fait que quand tu sors de scène, le public te dit « Ah bon, t'étais en dessous ? Non, vraiment, moi, j'ai trouvé super. » Et la différence entre comment dire ça ? Je vais essayer d'être un peu juste parce que là, pour le coup, on arrive dans du sensationnel. Mais moi, il y a 98% de mes salles où je suis connecté et il se passe quelque chose. Parce que c'est mon objectif à moi. Je fais pas ce métier pour gagner de l'argent, je fais pas ce métier pour être reconnu. Je fais ce métier juste parce que j'adore pendant une soirée où il y a les étincelles, quoi. Moi, il est là, mon côté artiste. Il est pas du tout dans l'écriture, dans le travail en amont. C'est sur scène que mes tentacules, elles s'ouvrent. Je sais pas comment dire ça, mais c'est prendre une salle, quoi. Ouais. Ça, c'est mon vrai gros kiff. Il y a une vraie énergie que tu reçois, ouais. un truc de... Que tu donnes, que tu reçois. Et donc, c'est une vraie science, pas technique, justement. C'est le truc, c'est ton sixième sens, quoi. C'est le cosmos, quoi. T'as vraiment ce moment-là où il y a quelque chose, même toi, tu penses pas. Enfin, moi, il y a des tas de... Et c'est en ça que je te disais que des fois, l'inspiration divine, elle arrive sur scène. C'est le plus souvent parce que il y a une connexion qui se fait ailleurs et on est juste dans l'ici et maintenant, mais poussé à... Je risque ma peau. Si je suis pas dans l'ici et maintenant, je vais rater ma vanne parce que je vais pas être juste, parce que je vais pas être... Donc, toute ma technique d'avant, elle me sert à rien si je suis pas ici maintenant pour la lancer bien. Seulement, quand la technique est très 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 poussée, si t'es pas dans l'ici et maintenant, il est possible que les gens dans la salle le ressentent pas. C'est-à-dire qu'ils voient quand même un travail bien fait et qu'ils sortent de là en se disant je comprends pas pourquoi toi tu l'as senti en dessous. Moi je peux te dire vraiment, pour moi elle était bonne, quoi. Et oui, elle était bonne et elle était super et c'est parfait grâce à la technique. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? On veut être des mathématiciens de l'humour et puis faire le côté technique et puis c'est parfait. Et puis moi c'est pas ça qui m'excite. Moi ce qui m'excite c'est l'étincelle, c'est le moment où ça vrille, le moment où les gens ils crachent leurs poumons de rire, le moment où les mecs dans la salle répondent sans lever la main et juste parce qu'il faut... Non parce qu'en fait, il est avec toi tellement qu'il réagit, quoi. Et il est pas d'accord, puis là il fait mais pourquoi je parle ? Mais parce que je t'ai fait vriller le cerveau, mon gars, parce que je suis rentré dans ta tête. Et notre vrai métier à nous, c'est de rentrer dans la tête des gens et avec la technique, tu peux faire en sorte de faire quelque chose de bien, mais c'est le petit truc en plus qui fait que Verino est Verino, que Madénian est Madénian, que Sebmelia est Sebmelia, que en fait c'est... putain, je suis désolé. Hein, non, mais on est vraiment sur un lundi matin et j'essaie de coller des mots de... mais du coup, est-ce que ce petit truc en plus, tu peux l'apprendre ? Parce que tu vois, on a parlé quand même de cet apprentissage. Oui, mais c'est toi tout seul compagnie. qui l'apprend. Je pense que c'est toi tout seul qui te l'approprie. C'est ton costume. Enfin, comme quand t'es instit, tu fais l'IUFM, t'as appris tout et comment machin, mais en vrai, si c'est ton costume d'instit qui va changer ta manière de faire, je pense. Je pense que dans le dev, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a tes chemins à toi et à la fin, qu'est-ce que tu as envie de développer, quoi. Est-ce que ton site, tu as envie... Toi, ta signature à toi, c'est quoi ? C'est qu'il y a 3 boutons sur la page d'accueil. Parce que c'est ta manière de faire. Est-ce que tu veux que quand le mec, il allume son téléphone ou son ordi, il ait une sensation de simplicité ? C'est ta signature. En fait, tu es devenu ce genre de dev. Au début, non. Tu faisais un site avec tous les liens qu'il fallait. Mais en fait, ton truc à toi, c'est que quand le mec, il arrive sur son téléphone ou son ordi, il a une sensation de maîtrise totale parce qu'il n'y a que 3 boutons. Et avec ces 3 boutons, il va pouvoir tout faire. Ça, on peut l'apprendre. Mais en vrai, je pense que c'est toi qui te l'apprends à toi-même. Parce que tu as fait toute ta technique à la base. Et à la fin, tu dis, en fait, moi, j'ai vraiment envie que de 3 boutons. Ouais. J'ai envie que ce soit graphique et en même temps complètement nu. Et parce que ce que tu vas vouloir créer, c'est pas un site, mais c'est la réaction dans la tête du gars qui regarde le site. Et pour moi, c'est là que tu passes l'étape d'après. Et c'est un truc... on est obligé de se le fabriquer soi-même. Je sais plus qui disait ça, mais l'expérience des autres, c'est comme un peigne pour les chauves. c'est génial, hein. Parle-moi de toutes tes expériences, mais en vrai, je vais avoir besoin de faire les miennes. Et je pense que la technique, c'est quelque chose que tu peux apprendre bêtement, travailler, et puis voilà. Mais l'étape d'après, le côté magie, ça, c'est ta propre création. Ouais. Mais ça me parle bien, ce que tu évoques sur effectivement le moment où tu vas essayer pas uniquement de faire alors je prends le côté site parce que c'est ce que je connais, mais pas le site parfait techniquement, mais tu veux créer un truc chez l'utilisateur. Ouais. Et j'ai pas mal de gens que je reçois à ce micro qui m'expliquent effectivement qu'il y a une nécessité de maîtriser la technique pour s'en libérer après, tu vois, pour en fait le moment où tu passes effectivement au truc d'après. Tu veux dire que les autres ils disent pareil que moi ?
Mais alors oui, mais différemment sur d'autres sujets. Mais il y a effectivement ce côté-là de se dire, tu maîtrises la technique à fond jusqu'au moment où tu te dis, en fait, je veux pas être juste parfaitement technique, je veux pas avoir le meilleur algorithme, la meilleure ligne de code, la meilleure techno et compagnie. C'est qu'est-ce que je veux que les gens fassent et qu'est-ce que je veux que les gens, comment ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ressentent pour le faire. Donc c'est s'abstraire maîtriser la technique jusqu'à pouvoir t'en abstraire et du coup peut-être l'utiliser autrement ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment de ça. On aime bien maîtriser le cerveau des gens. Je pense qu'on est des dangereux psychopathes. Mais pour moi, il y a un côté comme ça. Moi, j'aime bien quand je vois un beau site bien réalisé, quand je vais commander une boisson, je sais pas où, quand je vais. En fait, j'aime bien quand la personne qui s'est chargée du truc, elle est un peu artiste. Hein. Enfin, on est obligé d'aller chercher ce mot-là en vrai, parce que c'est une expérience que tu me vends. Tu vois, Apple par exemple, ils vendent pas que des ordinateurs en fait, ils vendent le plaisir d'avoir un ordinateur Apple, et en fait ça change tout, c'est juste parce que t'as le mec qui va dire mais regarde ça, c'est hyper efficace, ça marche très bien, tu peux changer ton disque dur et t'y vas, ça c'est un bon PC et puis ça peut être hyper efficace, et je suis d'accord, mais mon désir à moi en fait, et moi je pense qu'il y a un moment, j'achetais autant les produits Apple parce que j'aimais les produits Apple que parce qu'en fait j'aimais ce qu'il y avait autour du produit Apple, quoi. Et la simplicité, il y a une expérience. Ouais. Et le truc d'avoir juste, il y a ton Mac en face de moi. Quand t'as dans un Apple Store, le Mac il est fermé à 30 degrés. Pourquoi ? Parce que quand t'arrives, en fait, il faut que l'acheteur il touche le truc pour l'ouvrir. Et moi, ça, c'est du génie pour moi. C'est vraiment rentrer dans la tête des gens, quoi. Ouais. T'es obligé de prendre contact. Comment faire pour que les gens ils prennent contact avec toi ? Bah c'est si tu le fermes un peu, il va falloir qu'il l'ouvre. Hein. Et à partir du moment où il l'ouvre, ils ont touché l'ordinateur et t'as gagné. Et moi, ça, mais 1000 fois oui, c'est exactement ce que je veux. Quand moi, j'ai envie que tu aies envie d'acheter une place pour mon spectacle, parce que ce que tu as vu de moi fait que... En fait, je veux pas que tu achètes une place pour mon spectacle, je veux que tu achètes une expérience. Et je veux que quand tu t'assois dans ma salle, tu te dises pas « Ah, je vais voir des blagues », mais que tu te dises bah, « Alors, ça va être quoi ?» Et ça, c'est comme quand tu vas manger dans un bon resto. Et est-ce que du coup, tu essaies de faire en sorte que les gens ne sachent rien de ton spectacle pour que quand ils viennent, ils aient que des trucs nouveaux ? Maintenant, oui, ouais. Le moins possible. Et je vais te dire, c'est même pas parce que... C'est parce que j'aime pas que ce soit un spectacle. J'aime pas... j'aime que chaque spectateur ait l'impression que c'est la première et dernière fois que je vais jouer ça. Et c'est pas un spectacle, je suis pas là pour faire quelque chose, c'est juste, là ce soir on va vivre un moment, mais qu'est-ce qui était de l'impro, qu'est-ce qui était pas de l'impro, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, qu'est-ce qui... je me suis fait balloter tout le long de la soirée, et j'ai pas envie de savoir que tu refais la même chose demain. J'ai pas envie de savoir que t'as déjà fait l'amour avec ma voisine en fait, ça m'intéresse pas. Je veux que tu sois j'ai envie d'être aux gens complètement, quoi. Et est-ce que c'est pas une stratégie de ta part pour que les gens prennent plusieurs places pour voir plusieurs fois le spectacle, pour voir ce qui est différent? Tout n'est que stratégie. Non, pas du tout, en vrai. C'est purement mercantile, en fait, tout ça, dis-le. Mon objectif, c'est tellement que le pognon. Tellement que ça. Non, mais tu sais quoi, c'est marrant de voir... y a un gars qui est venu me voir là, à Toulouse, Arnaud, un photographe, et quand il était venu me voir à Lille. Avant, c'est un pote de pote de pote. Et donc, il vient me voir à Lille et il sort du spectacle. Il me dit putain, la gifle, j'ai rien capté à ce qui s'est passé, j'ai pas vu le temps passer, tout ça. Ton spectacle est extraordinaire, extrêmement bien écrit. Je rajoute un peu. Mais je veux dire, en tout cas, il me dit moi, j'ai vraiment vécu un truc, j'ai pas capté ce qui s'était passé. Et moi, c'est mon objectif, c'est que tu sortes de là, tu sais plus ce qu'il y avait au début à la fin, tu sais même plus les histoires, mais tu sais qu'à un moment, quand t'as entendu T'infuse, c'était drôle. T'as 3-4 fulgurances comme ça du spectacle où tu te dis mais c'est vraiment marrant. Et il est revenu voir à Toulouse. Et il me dit, mais en fait, là, je viens de me reprendre une deuxième gifle parce qu'il y a des trucs où je pensais que c'était de l'impro, ça l'était pas. Et il y a des trucs où finalement, c'est plus dans le spectacle. Pour quelle raison ? Parce que ça n'a jamais été dans le spectacle. Ah ouais ? C'était pas travaillé tout ce chemin-là ? Bah non, ça l'était pas. C'était un truc où ce soir-là, il s'est passé ça. Et en fait, c'est brouiller les pistes entre le vrai et le... En fait, il faut que tout soit vrai. C'est ça. Il faut que tout soit vrai, mais brouiller les pistes entre ce qui est calculé et ce qui l'est pas. Bah, le moment où... Alors, c'est des fois, t'as envie tu pars sur une impro de fou, t'as envie de dire aux gens, franchement, là, je vous jure que c'était une connexion incroyable, je vous jure, ça n'a pas été travaillé. T'as envie de leur dire, t'as envie de partager avec eux en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, bah non, il faut accepter de lâcher le truc, quoi. Ça, c'est un truc dans ton métier que je trouve assez ouf, c'est que nous, en tant que dev,
on va tester, on va dev en local sur notre machine, Ouais. et on va mettre en prod face aux gens quand vraiment c'est prêt. Tu vois, il y a une espèce Alors que nous. et il y a un truc en fait, quand on corrige un bug directement sur la prod, on appelle ça faire du hotfix, parce que tu répares un truc alors que c'est chaud, et on sait que c'est hyper dangereux et que c'est un coup à ce que ça Tout pète le site tout pète, quoi. Ouais. en cascade. Réaction en chaîne, ouais. Et toi, au final, dans ton métier, bah, tu ne peux que tester tes blagues face au public. Donc, tu peux écrire tout ça Ouais, dans ton c'est coin, mais ça marche ça jamais. marche jamais, quoi. Même quand tu es face, effectivement, quand tu es à Bobino ou même dans un théâtre où tu as plusieurs milliers de personnes, bah, tu testes encore des trucs, tu changes encore des trucs plus ou moins en live, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'en vrai, t'es pas le même gars que hier. Quand t'es sur le plateau, si tu veux être complètement aligné avec ce que t'es maintenant, bah forcément tu vas pas jouer de la même manière que la veille. Tu vois, si on avait cette discussion demain et que j'avais appris par cœur tout ce qu'on a dit, demain je le jouerais pas du tout pareil. C'est évident, parce que j'aurais envie de te dire demain je le jouerais pas du tout pareil, c'est évident. Parce que je serais peut-être plus calme, Ouais. plus machin. Et en fait, pour être juste, bah, tu peux pas. Et puis c'est une contrainte énorme, t'imagines, d'être capable de reproduire tout ça. Bah non, en fait, il y a une espèce de texte qui est quelque part dans le cerveau. Et c'est en étant à l'écoute du ici et du maintenant que même ce métier, il a un intérêt. Parce qu'on s'en fout de voir un spectacle, en vrai. Sinon, on achète le DVD. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin... Il faut pas que ce soit spectaculaire, ce qu'on fait. Il faut que ce soit... Vous avez quand même une contrainte. C'est-à-dire, souvent, tu fais pas un site que par plaisir. Il y a peut-être un client qui t'a demandé quelque chose. Et moi, c'est peut-être là que je suis le moins à l'aise. C'est quand un client me demande quelque chose. Je me retrouve à jouer pour une entreprise. Par exemple, maintenant, j'y arrive. J'en fais beaucoup. J'aime vraiment ça. Parce que tu vas jouer dans des conditions qui sont vraiment pas faciles, où on t'invite pour jouer devant 30 pélos d'une boîte d'assurance. Et ils sont tous comme ça parce qu'ils sont tous avec leurs collègues. Et donc, Ils ont passé une journée de réunion, ils en peuvent plus. toute la journée, on leur a expliqué pourquoi les chiffres ils sont nuls et qu'il va falloir faire mieux. Et au fait, il y en a la moitié qui sont virés. Et tout de suite, un comique. Et donc, c'est évident que ça va être compliqué. Et en plus, tu as envie d'être au service de quelque chose. Et c'est presque la partie la plus difficile, c'est quand ton art est au service de quelque chose, tu dis mon art il est au service de rien, il est au service de l'humanité, quoi. Et donc au début tu es au service de quelque chose au tout début de ta carrière, mais je vais reprendre vraiment sur le dev, à mon avis au début tu essaies de faire le site que le mec il a très envie d'avoir, et maintenant peut-être qu'avec l'expérience tu essayes de faire le site que le mec il est même pas au courant qu'il veut. Et à la fin il te fait wouah, et ouais mon gars, en fait, C'est ça l'expérience. ouais, c'est ça, c'est que tu passes à l'étape de... Ouais, tu savais pas que tu voulais ça. Hein. Mais parce que tu vois, on parlait quand même de la précision de l'humour. Ouais. À quel point ces changements que tu fais en live sur scène, tu vois, non mais tu vois, est-ce que quand tu sors d'une scène, tu réanalyses tout ce que tu as fait, tout ce que tu as eu, voire même tu te réécoutes et tu dis ok, donc là demain je vais changer ce mot-là, je vais mettre celui-là, je vais changer cette phrase-là, ou est-ce que c'est vraiment genre en live tu ressens le public et tu dis tu testes un autre truc. Alors, et le soir tu te dis en fait ça marchait mieux. J'ai la première phase justement que je recollerai sur le côté technique qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire moi quand j'écris un spectacle, quand j'ai écrit le dernier en tout cas Focus, les 2 premiers mois c'était vraiment ça. J'enregistre tous les soirs avec ma montre pour avoir le son le plus simple possible. Je peux calculer les rires et voir où ils sont. Mais ça c'est vraiment un travail, la technique. C'est-à-dire il faut que cette vanne elle claque de telle manière, tac 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 tac. Et au bout de 2 mois j'ai un spectacle dont j'ai pas honte. Okay. Donc je peux dire aux gens oui venez voir le truc. Et ensuite derrière à partir de là moi c'est comme un bébé, il y a un côté là maintenant on va le laisser grandir tout seul. Et en fait de soir en soir t'es obligé de te pardonner la médiocrité de ce que tu vas jouer là, parce qu'il faut explorer. En fait, un bébé, il explore le monde et il fout des trucs dans la bouche. T'as envie de dire, mais d'où tu mets les chaussons? Tu vois bien que ça n'est pas là que ça se met. Bah, il essaye, en fait, il fait des trucs. Et bah, c'est ça le spectacle. Tu pars dans des impros qui n'ont aucun sens, où les gens te regardent comme ça. Puis en fait, à la toute fin, il y avait une pépite. Il y avait une pépite, les gars. Et en fait, ton l'instinct, en fait, chose qu'aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus. On est dans un monde où l'instinct n'existe plus. Il faut que tout soit carré, il faut que ce soit rentable, il faut qu'on mette... Moi, je viens de refaire mon site internet, verino.fr. Là. Les gens avec qui j'ai travaillé, dès le début, ils m'ont dit on peut faire ça dans tel timing, on a machin, c'est quoi votre deadline et tout. J'aurais dit mais moi, ma deadline, c'est que tu sois content, mon gars. Ma deadline, c'est que tu te lèves le matin et que tu sois trop content de bosser sur mon site et qu'on trouve un truc. On sait pas ce que c'est. Ça, vas-y, quoi. Et en fait...
Ça a pas trop déstabilisé l'équipe que tu as en face de toi, parce qu'on n'a pas Non. l'habitude d'avoir des clients Ouais. comme ça quand même. C'est ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, en vrai, ça fout presque plus de pression aussi, parce que tu dis, ok, donc là, cette fois-ci, je travaille contre personne. Nous, nos métiers créatifs, quand il y a quelqu'un qui nous dit, c'est ça que je veux, tu sais, des fois, tu dis, putain, mec, ta gueule, laisse-moi faire. Et ça fait du bien, le ta gueule, laisse-moi faire. C'est aussi ça qui fait que tu vas t'exprimer, que tu vas être meilleur dans ton truc. Et là, le mec, il te dit, bah, ma gueule, je te laisse faire. Attends, c'est-à-dire que je suis 100% responsable de tout. Merde. Donc là, t'es face à tes vrais enjeux à toi. Bon, bref, mais je veux dire qu'effectivement, ce monde-là dans lequel on vit, il est sans arrêt soumis à la contrainte. Avec c'est ça que j'attends de toi, c'est ça que je veux de machin, dans tel timing. Et on a de moins en moins de place à l'instinct. Alors que je pense que c'est l'instinct qui justement fait l'humain que t'es, quoi. Ouais. Et qui fait que peut-être t'es un artiste. Je vois. Je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que cette notion de contrainte de il faut que tu fasses ça, c'est ça que je veux. Ouais. C'est un peu compliqué pour vous. Dans vos métiers, il n'y a pas que le fait d'écrire ton spectacle et de le jouer. Tu as aussi des gens qui vont être juste acteurs, il y a des gens qui vont plutôt juste les écrire. Tu peux jouer dans des séries, dans des films, où là, tu as quand même en général un Pour moi, réalisateur c'est pas qui les te... mêmes tafs, hein. Ouais, Mais c'est un autre métier complètement. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui font du stand-up et qui ne vont pas se tourner vers ces métiers-là, où en fait, cette notion de direction est quand même très, très, très différente. Ouais. Et je sais pas à quel point vous avez des réalisateurs aussi dans le stand-up, enfin Un metteur en scène. un metteur en scène, voilà, c'est Ouais. ça le mot que je cherchais. Bah ouais, moi, mon metteur en scène, il est... Attends, j'ai juste un doute. Est-ce que j'ai bien répondu à la question d'avant sur l'idée de la création et de... Bah, il me semble que oui. Ouais, c'est bien possible. Les gens recolleront les morceaux au pire. Ouais, C'est- bon, désolé, hein. Je fais ce que je peux. En plus, je réalise, je m'écoute parler et je me dis, putain, c'est fou, t'es vraiment barge en vrai. T'as l'air sain dans la vie et là d'un coup t'es parti en sucette en mode, vous savez, les artisans et les artistes. Je crois que je suis trop content de parler de mon travail. Bon, parenthèse fermée. Alors du coup, ouais, alors moi j'ai un metteur en scène avec qui je bosse, qui est pour moi on appelle ça metteur en scène, mais c'est pas le gars qui va me dire mets ton pied ici et puis mets ta main comme ça, parce que ça, pour moi c'est fake en fait. Il est là mon problème, c'est le moment où... Ah bah c'est pour ça que j'ai un petit doute sur les réponses d'avant, c'est que je pense qu'il y a ce côté-là où c'est le fake qu'on doit éviter, c'est le faux, c'est le moment où tu dois faire un faux fou rire, parce que là, ça va faire rire les gens, et puis que tu fais ce truc-là, puis que tu fais ça, puis que techniquement machin. Là, c'est du fake, ça n'a pas d'intérêt, et tu peux le reproduire tous les soirs, et donc les gens, ils vont avoir une expérience globalement identique tous les soirs, et à la fin, on pourra dire, le spectacle est très bien. Ah, c'est vraiment chouette. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ça déborde, quand ça pète, quand c'est sale. Il y a une analogie qui va direct avec le sexe, qui est magnifique. C'est vraiment le côté, bah, c'est bien, on a fait l'amour comme il fallait. Et puis, il y a le côté où j'ai pété un plomb. On a fait quoi hier ? Ah, je sais pas. Et t'es avec ta meuf et il y a eu un truc de, oh là là, c'était cool, hein, je crois. J'en sais rien, mais on se pardonne. On s'est laissé aller, on a exploré tout ce qu'on pouvait. Et en fait, il y a des trucs, des fois, tu pensais pas que tirer là-dedans, puis en fait, c'est cool. Et elle, pareil, enfin, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on obtienne dans une salle de spectacle. Pour moi, c'est pas le truc où tu peux regarder à la vidéo et que tu fais, bah, c'est très bien. Écoute, là, on a fait un missionnaire, ensuite, on est passé en levrette, c'était très propre. Et Il y a eu ensuite, fécondation à 19h02, c'est très bien, comme prévu. nous allons l'appeler Constantin. Exactement, c'est le côté pas prévu qui est intéressant. Donc c'est pour ça que j'avais ce petit doute sur est-ce que j'avais répondu à la question précédente. Du coup, j'ai oublié la question d'après. Qui était sur le travail avec des metteurs en scène, des réalisateurs qui du coup te disent moi je veux ça, je veux que tu fasses un regard caméra après ta vanne. Je me demande si les bons metteurs en scène, c'est pas ceux qui te poussent à avoir envie de regarder la caméra. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que les bons gars, c'est ceux qui te disent à la fin bravo, hein. Et tu dis mais d'où bravo, c'est toi qui m'as dit de faire tout. Non, moi je t'ai jamais dit. Et toi, tu t'es créé. Je pense que ça, c'est les gars, c'est les dates d'après. C'est ceux qui réussissent à faire en sorte que toi, tu aies envie de faire l'action qui pense qu'elle sera bonne. Mais si c'est pas toi qui as envie de faire l'action, ce sera pas juste. Je pense. Hein. Mais du coup, il y a une nécessité pour eux de bien connaître la personne qui va jouer pour eux. Et d'être très fin dans l'observation dans le guidage. De l'humanité, quoi. De l'humain. Qu'est-ce que. Donc, dans quel état tu dois mettre l'acteur pour qu'il ait envie de faire ça à ce moment-là et à ce moment-là, et puis l'acteur, le lâcher prise total, la confiance totale. Moi, je suis assez mauvais juge là-dedans parce que j'ai très peu d'expérience. J'ai fait un film avec José Garcia dans lequel je m'étais amusé. C'était super, c'était Isabelle Deval qui avait réalisé, qui est la femme de José. Donc vraiment, côté familial. Et je crois que
je me suis tellement bien amusé sur ce plateau-là que j'ai vu à peu près ce que j'étais capable de faire sur un plateau dans lequel tout le monde s'entend. Euh, j'ai- je crois que ce que j'aime justement dans le stand-up, c'est ce côté où c'est toi le responsable de bout en bout, quoi. Et il peut y avoir, moi c'est le cas de Thibaut Évrard, mon metteur en scène, c'est un pote qui vient me voir et qui me dit à la fin, bah en vrai là, je trouve que c'est long. Je trouve que tu pars là-dedans, on sait pas où tu veux aller. Ou c'est ma femme qui est énormément, enfin, elle est sur la mise en scène aussi. En fait, tout est co-mis en scène et co-écrit et co-machin, mais je vois ma femme qui un soir je sors de spectacle, elle me dit c'était pas drôle ce soir. Je me dis putain, elle a tellement raison. C'est sec. C'est horrible, c'est dit comme ça. Après, c'est très simple parce qu'on critique le travail, on critique pas la personne. Moi, si je te dis ton site, il me parle pas, ça veut pas dire que toi je t'aime pas, hein. Ça veut dire juste ton site il me parle pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est bien emmerdant parce que je pensais que ça te parlerait. Bon bah voilà, ça passe à côté. Et le spectacle c'est pareil, quoi. Donc elle est capable de me dire ouais c'était nul. Et je suis capable de dire ouais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça ne soit plus? T'as parlé tout à l'heure aussi du fait que ton spectacle est coécrit avec quelqu'un d'autre. Avec plein de gens. On avec est plein de 4 gens. dessus, mais j'ai écrit 95%. Mm. Mais par contre, c'est des percussions de « Ah, tu devrais aller là-dedans » ou de l'excitation. J'avais un sketch il y a des années... pardon, mais t'as pu... Non, mais c'était le but de la question. Ouais. Il y a des années, j'avais fait un truc en 2000... je crois que je le joue plus depuis 2014. Mais c'était un truc, un distributeur de baguettes où j'arrivais pas. Je me disais, mais à quoi sert le distributeur de baguettes dans la mesure où les seules personnes qui bouffent du pain à 4h du mat, c'est les gens torchés et ils vont pas être capables de commander une baguette, hein. Ou alors sinon, c'est les boulangers, quoi, tu vois, qui bouffent du pain à 4h du mat. Donc cette invention est absurde, pourquoi? Et puis je partais dans le truc du mec qui essayait de commander à la voix, enfin bref. Et ça fonctionnait pas du tout. Et ce sketch-là, c'est un vrai sketch des années 90. C'est un vrai sketch tube. C'est-à-dire qu'on sait, tu pars avec un truc de baguette, ça peut être marrant, tu peux le montrer à tes enfants, ta grand-mère, ton truc. Tout le monde peut se reconnaître dedans. C'est un vrai tube des années 90, quoi. Et aujourd'hui, je travaille pas du tout dans cette dynamique-là. C'est même à l'époque déjà, ça, c'était un accident ce sketch. C'est juste, je me suis dit, oh, bah, tiens, ça va être marrant de s'essayer dans ce style. Et dans le spectacle, il y a toute une phase maintenant où je parle de ma femme qui saute en parachute et où les mecs, pour se saluer, se font un bozo. Avec le geste du bozo bozo. Et moi, je trouve ça hyper marrant. Mais c'est Thibaut, mon metteur en scène, qui, à la fin du spectacle, me dit putain, bozo is the new baguette, quoi. Et je me dis. Et en fait, je le joue plus de la même manière. Il me dit, tu vois, la baguette, c'est quelque chose. Mais bozo, c'est la baguette d'aujourd'hui, quoi. Et je me dis, putain, je vois ce qu'il a voulu mettre dans ma tête, là. Il me dit, en fait, c'est un tube, ton bozo, quoi. Ça devient autre chose et tu le joues plus de la même manière. Parce que tu dis, ah putain, c'est vrai qu'il y a. C'est pas juste marrant, c'est un vrai gimmick, c'est un vrai truc. Et puis c'est vraiment, je vois les gens dans la rue qui me reconnaissent, qui me font des bozos. Ça n'a aucun sens, c'est débile. Et t'as vu le spectacle? J'ai vu le spectacle, ouais, c'était vraiment top. Merci beaucoup de l'invitation. C'était canon. J'ai passé un plaisir. excellent moment, quoi. C'était à Bobino que t'étais venu? À Bobino, ouais. Ouais, c'était cool. Tu étais venu quel jour? C'était il y a 2 semaines. Dimanche. C'était un vendredi soir. C'était il y a 2 semaines. Une semaine. La vidéo, c'est le soir où on a appris le décès de Guillaume. Oui, exactement. Ouais. Exactement, c'est le jour-là. Ouais. Et du coup, ouais, on se demandait, parce que du coup, tu as évoqué le décès de quelqu'un, et du coup, moi, j'ai appris sur scène, j'ai appris avec toi sur scène, effectivement, que Guillaume Batz nous avait quittés. Alors, ce qui me permet de recouper, parce que du coup, on a parlé de la coécriture, mais il y a aussi ce travail avec les autres, cet apprentissage, ce que les autres t'apportent, ce que tu apportes aux autres. Tu vois, nous, dans le monde du dev, on a beaucoup d'alternance, d'apprentissage. On a un peu ces notions du compagnonnage qu'on trouve aussi dans le BTP. Est-ce que vous avez ça aussi dans... Tu vois, on sait qu'il y a des humoristes qu'on retrouve souvent ensemble, notamment avec Jérémy Ferrari et qui a toute une bande autour de lui. Est-ce que vous avez aussi ces mécaniques un petit peu de travail de groupe? On peut avoir, moi, il y a beaucoup d'humoristes mais avec qui je m'entends très bien, et notamment des gens avec qui j'ai du plaisir à tourner, parce qu'on part en tournée, on part en tournée quasiment, enfin moi j'ai 80 dates l'année prochaine, tu vois, donc c'est 80 fois avec des gens, t'aimes bien partir avec des gens sympas, quoi. Et avec qui tu vas bien t'amuser. Enfin, c'est con, mais on n'est pas là pour taffer, on est là pour être passionné. Et donc, moi, j'ai beaucoup tourné avec Tania Dutel, avec Marine Baousson, avec Tristan Lucas, avec Greg Vacher cette année,
Il y a un côté... ouais, il y a un côté un peu compagnonnage, t'as raison, parce qu'on a beaucoup à apporter quand t'as fait ton chemin, mais bon. Tu vois, tout à l'heure, près de la machine à café, on discutait avec Elsa, donc Ouais. collègue de Cosa Vostra, Ouais. qui parlait de cette notion de faire la première partie d'un humoriste plus connu. C'est un peu ça, au final. Tu prends un petit jeune, une petite jeune sous ton aile et tu l'aides à... Oui, mais des fois, c'est pas bien. Des fois, tu vois, moi, j'ai une peur, vraiment, c'est de donner trop de clés qui sont les miennes à des gens qui, du coup, passent à côté de des leurs. Pour moi, j'ai mis des années à comprendre ce que j'avais envie d'être comme comique, quel costume d'humoriste j'avais envie d'enfiler, pour le coup. Et en fait, je crois que le plus gros des cadeaux, c'est justement que j'ai jamais fait confiance à personne, mais pas méchamment. Je me disais juste, j'ai toujours le regard de me dire, bah oui, selon toi, c'est comme ça qu'il faut la jouer, mais en fait, tu vas avoir un plus gros rire. Mais moi, c'est pas le rire qui m'intéresse, c'est le sentiment que tu vas impulser dans la tête du spectateur, parce que ton rire là, il sera plus gros, mais dans 3 blagues, à la fin de l'histoire, mais t'as de la sensibilité en plus, t'as un je t'aime en plus, tu vois, je pense aux histoires avec mes fils, je peux avoir des rires 10 fois plus gros si j'ai envie, mais par contre ce sera au détriment des choses qui sont incalculables, c'est-à-dire que quand j'écris des blagues sur mes enfants, il faut que ça pue l'amour, ou ma femme, il faut que ça pue la famille soudée, et ça va pas créer du rire, et on s'en fout, mais par contre ça va créer un sentiment de bien-être, ça va créer un sentiment de putain, elle a l'air cool sa famille, quoi. Ça doit être bien. Et on a le droit de rire ensemble sans que ce soit de la moquerie, mais à la fois, en fait, c'est le vivre ensemble, quoi. Ouais. Et le vivre ensemble, il n'est pas calculable en termes de rire. Et donc il pourrait y avoir un gars qui viendrait aujourd'hui me dire si tu dis ça de telle manière, tu vas avoir 10 fois plus de rire. Et voilà. Et oui, mais moi, ma sauce finale, ma signature, c'est un peu moins de rire, un peu plus de sentiments. Parce que le rire global, parce que le sentiment global, il se calcule pas en décibels, il se calcule il se calcule pas d'ailleurs. Ouais, on revient sur cette notion de technicité, c'est-à-dire que toi aujourd'hui avec ton expérience, tu as une vision globale de ton spectacle, donc tu as un spectacle qui dure un peu plus d'1 heure, et du coup tu as cette mécanique-là de te dire en fait si là j'ai un peu moins de rire, ça me permet de créer un contexte qui fera qu'en fait plus loin sur le chemin, j'aurai plus de rire parce que les gens seront plus embarqués sur un truc. Ouais, c'est ça. Là où quelqu'un qui a une vision très court terme va se dire, en fait, là, si je dis... Rire. Et tu peux très bien faire tout un spectacle où il n'y a que des vannes. Mais moi, l'objectif, c'est qu'à 47 minutes, c'est ça globalement, ton cerveau, il m'appartient. Je veux que tu sois un zombie, quoi. C'est ça mon objectif. Alors, bien sûr, mais je veux t'offrir cette liberté de... Tu sais plus quelle heure il est, t'as pas ton portable, en fait, t'es juste complètement connecté et t'es là. Et ça, c'est le vrai cadeau pour moi. C'est au-delà du rire. C'est le vrai truc dans le monde dans lequel on vit, où tout va à toute vitesse, dans tous les sens. Là, je t'offre la capacité de débloquer ton cerveau pour être juste là, complètement concentré. Tu vas pas te lever pour aller pisser, t'as pas ton téléphone qui va vibrer, t'es juste enfermé dans une salle de spectacle. Et aujourd'hui, combien de fois on a l'occasion d'offrir ça aux gens, quoi. Alors je suis désolé, je pars aussi sur plein de sujets, mais parce que vas-y. T'évoques ces gens qui font van avec des délires qui s'enchaînent. Il y a quand même des gens qui arrivent à créer un contexte avec juste ça. Je prends, c'est quoi, c'est Paul Maloney? Comment il s'appelle? Non, il y a deux Américains. Ah ouais, donc je suis complètement à côté de la plaque. Moi, je te sors le gars qui a fait 20 millions sur YouTube. Non, t'es gentil. Non, mais Paul Mirabel, si, lui, il crée un peu une histoire quand même. Il tire un fil. C'est pour ça que Mais il y a deux Américains. Alors, il y en a un dont j'ai pas le nom, qui est un grand blond, un petit peu barbu, avec une veste en cuir. Pareil, il fait que des one-liners. Il fait que des punchlines. J'ai vraiment pas le nom, donc... Jeselnik. Peut-être. Je pense. Et il y en a un autre aussi, toujours bien sapé, très, très, très carré. Je crois que c'est Paul Maloney ou quelque chose comme ça, ou un truc pas loin. Mais c'est du one-line. C'est vraiment one-line. C'est-à-dire que tu regardes son spectacle, c'est pendant 1 heure, t'as que des phrases qui n'ont aucun lien avec elle. Parfois, t'as 2-3 phrases. C'est le premier dont tu parles, parce qu'il est vraiment là-dedans aussi, Et pourtant, tu vois, ils arrivent quand même à embarquer les gens, à créer une histoire, Enfin, t'as pas vraiment d'histoire, mais tu vois, Moi, j'ai jamais vu 1 heure complète. Par contre... Sur Instagram, c'est un bonheur à regarder, quoi. Le mec, il te plante le truc, paf, en 3 blagues, enfin en 3 phases, t'as un truc hilarant à la fin. Enfin, moi ça me cueille. Mais moi, je saurais jamais faire ça.
Jeselnik, il a un côté, enfin justement le grand blanc dont tu parles, il a un côté Oui, un c'est ça. peu psychopathe, quoi. Oui. T'as l'impression que c'est une espèce d'autiste qui a calculé son truc. A plus B égale C, donc C égale machin, et puis à la fin, la vanne, elle tombe, et tu as l'impression d'avoir vu des maths, quoi. Mm. T'as pas... Et Oui, donc, t'as c'est un drôle, théorème de la vanne. mais... C'est-à-dire que Exactement. vraiment... Et tu te dis, mais moi, il me manque la dimension humaine et folle que j'adore. Mais par contre, Mais pour le coup, ils ont une rythmique. Je crois que c'est effectivement, c'est ça le nom. Mais j'arriverai pas à le redire parce que ouais. vraiment, je l'ai pas retenu. C'est celui qui raconte qu'il y a son voisin qui a Alzheimer qui vient lui demander où est sa femme tous les jours. C'est possible, j'ai pas la vanne. Et c'est quoi derrière? Et il dit bah, en fait que tous les jours, je dois lui annoncer que sa femme en fait est décédée. C'est toujours très difficile. Alors j'aurais pu déménager parce que c'est vrai que c'est difficile de devoir annoncer ça à quelqu'un tous les matins. Mais si vous voyez le visage de bonheur qu'il a à chaque fois que je lui annonce la nouvelle tous les matins. C'est Alors tout à fait il le Jeselnik, délivre c'est 1000 évident. fois mieux que moi, bien Ouais. évidemment, c'est son métier, tu Ouais. vois. Mais effectivement sur ce style-là, tu vois effectivement Ouais. la dynamique de la delivery, de la rythmique qui est quand même assez Ouais. hallucinant, quoi. Il y a un travail de la punchline qui est ouf, quoi, aussi. Et pour moi, il y a un peu la différence entre un mec qui est concertiste à l'Opéra de Paris, tu sais, il est premier piano, enfin il est seul piano d'ailleurs. Il y a tout un et vraiment sa technique est magnifique. Il a eu toutes ses médailles de conservatoire, hein, et le mec qui a un groupe de rock de lycée et qui est sur son clavier et qui a les cheveux longs et qui s'éclate. Et en vrai, c'est les mêmes touches, c'est le même outil, mais comment t'as envie de le faire? Bah moi j'ai envie d'être le groupe de rock un peu à l'arrache, quoi, tu vois. Ouais, il y a une notion de passion, Ouais. clairement. Et c'est pour ça que c'est merveilleux ce taf, c'est que, mais comme les devs, hein, enfin, je pense moi je me disais, mais il y a autant d'humoristes que d'humoristes. C'est-à-dire, tu peux pas te dire, moi limite, je revendique de faire du stand-up, mais dans le stand-up, il peut y avoir justement le one-line, le storytelling, en fait, chacun fabrique exactement ce qu'il a envie d'être comme métier. C'est quand même merveilleux, quoi. Ouais. Parce que demain, tu dis que il y a autant de, chaque boulanger fabrique son propre pain. Et à un moment, où tu vas dire, mais c'est pas du pain, en fait, c'est vraiment de la poudre, hein, que tu as mis là. Il y a quand même quelque chose, Faut qu'il y ait un un lien. art commun, quoi. Ouais. Tu vois, je tire le fil sur ce que tu dis. C'est vrai que nous, chez les devs, pendant longtemps, ça a été un métier de passionné. Ouais. Donc des gens qui avaient un certain style, on va dire, qui étaient dans un certain environnement. Et c'est vrai que c'était un métier de passionné. Il y a des quantités de techno qui sortaient et compagnie. Aujourd'hui, c'est un métier qui paye quand même très bien. Et du coup, on voit des gens qui choisissent ce métier-là Ouais. parce que ça paye bien et qui ne sont pas passionnés de ça. Clairement, c'est pas les gens qui écoutent ce podcast. Parce que quand tu écoutes ce podcast, c'est-à-dire que C'est que t'as passé ta journée à taffer Ouais. et après le soir dans le métro, tu fais tiens, je vais me taper encore un petit peu de dev Allez. et je vais écouter des devs parler de dev, ça va être génial. Donc on est effectivement sur des gens qui ont un certain niveau de passion dans leur métier, mais on voit des gens autour de nous qui font ce métier-là parce que ça paye C'est bien. pratique. C'est pratique, ça Ouais, paye c'est bien. vrai. Et donc ils le font vraiment de manière très, pour le coup, très mathématique, comme ce que tu disais. Est-ce que vous avez ça aujourd'hui avec cette notion J'ai de... l'impression aussi, Tu oui. vois, t'as des jeunes aujourd'hui qui te disent, moi je vais être une star. Ouais. Ok, mais star C'est- de quoi? Ouais. Mais qui veulent être stars et qui du coup, est-ce que toi tu vois des gens qui peuvent même potentiellement réussir, qui font ce métier sans passion, d'humoriste, de stand-up et autres, et de manière très... Bah ouais, hein. J'en ai vu tout au long de ma carrière, hein. Et je pense d'ailleurs que c'est là qu'il faut te poser la question de ce que c'est que la réussite. C'est-à-dire que toi, tu voulais être dev, mais je pense que tu as un tempérament d'entrepreneur aussi derrière. C'est-à-dire que tu veux être le dev que tu as envie d'être. Tu veux pas juste être embauché chez quelqu'un qui te dit... C'est pas ton objectif à toi. Après, Ouais. chacun a son propre rythme et tout ça. Mais effectivement, il y a des gens qui cherchent à être des stars. Et de chez nous, moi, j'ai vu des gars débarquer dans le stand-up pendant 3 mois. Ils sont sur tous les plateaux. Ils sont hyper bons parce que les mecs, ils taffent. Mais leur objectif, c'est d'être très vite identifié pour passer à la télé, pour aller faire un film, pour aller faire un truc. Et puis, parce qu'il y a une carrière derrière. Et je suis assez admiratif de ces gens-là parce que moi, vraiment, mon objectif, c'est un objectif de débile, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de faire une blague, de la jouer devant des gens et qui rigolent. Et au-delà de ça, je ne maîtrise plus rien. Vraiment, ça m'arrive souvent, des mecs qui me disent comment t'as fait pour percer? Mais j'ai percé. Je savais pas déjà. En vrai, non, je pense pas que j'ai percé. Moi, je fais mon truc d'artisan tous les jours. Je continue à faire mes blagues. Et puis il y a des fois, il y a des sketchs qui sont vus des millions de fois. Puis là, d'un coup, pendant 3 semaines, tout le monde te regarde en disant putain, mais j'ai vu son truc là avec son fils qui bouffe un yaourt et c'est marrant. Et à ce moment-là, t'as le vent dans le dos. Mais c'est en ça que je dis on est des artisans, c'est que en fait, l'autour, il compte presque pas. C'est-à-dire que
toi, t'as pas envie d'être identifié comme dev. T'as envie d'être dev. C'est la fin en soi, c'est la création, quoi. C'est l'objet. Une fois que t'as fait ton objet, t'es content. Et donc, je sais pas comment tu fonctionnes parce que on se connaît très peu finalement, toi et moi. Mais moi, il y a un côté, j'ai juste envie de me donner les chances de faire des blagues le plus longtemps possible. Et donc, j'ai monté mon entreprise, j'ai monté mon truc. J'ai envie d'être le moins dépendant possible des gens parce que j'ai envie de fonctionner à ma manière. Parce que plus je le fais à ma manière, meilleur je suis. Plus je peux revendiquer mon taf. Et donc, et donc plus je me libère de plein de choses qui vont faire que je commence à avoir la même liberté que certains mecs qui sont vraiment très forts, où ils débarquent en télé, ils sont hyper puissants. Moi, où en télé, je suis très poli, je fais attention, je dis excusez-moi, je suis pas bon, enfin, j'ai pas le... je suis trop poli. Okay. Voilà. Mais donc, la liberté que je m'offre au quotidien fait que maintenant, je peux arriver en télé en étant poli, mais marrant. Et je sais plus où je veux en venir, mais donc il y a des gens effectivement qui ont cet objectif de devenir des stars. Et ça peut marcher, c'est-à-dire que tu peux faire ce métier de manière très froide, pragmatique. Il y en a pour qui ça marche, quoi. Je te demanderai pas de nom, hein, c'est pas le sujet, hein, mais pour toi, c'est-à-dire que tu vois des gens entre guillemets réussir dans leur projet. Ça dépend ce que c'est la réussite pour toi. C'était ça que je voulais dire. Moi, la réussite, c'est faire une bonne blague et qu'elle fonctionne et que je puisse le faire pendant longtemps. Ça, c'est ma réussite à moi. Maintenant, ma réussite, quand je vois un mec qui part au cinéma, c'était son objectif, je me dis putain, il a réussi. Mais moi, tu me mettrais aujourd'hui dans la carrière de Paul Mirabel, ce serait un échec pour moi. C'est pas ça que je veux. Et donc, je vois bien que sa carrière, elle est géniale et que tout le monde se dit putain, le mec. Mais moi, c'est pas ça que je veux comme carrière. Donc, ça m'angoisserait et donc, ce serait un échec. Si tu me mettais dans la carrière de Madénian, ce serait un échec pour moi. Alors que je vois que lui, sa carrière, elle est parfaite. Et donc, en fait, je crois que tu dois trouver ce que c'est ta réussite à toi, hein. Parce que, ouais, moi, ma réussite, c'est à 60 piges d'être dans le fauteuil de Talking Funny. Tu vois, il y a un truc un peu... J'ai envie de rester cet artisan. J'ai envie de continuer à progresser, de continuer à découvrir. Moi, mon objectif, il n'est pas de faire des blagues et de l'argent. Mon objectif, il est de faire des meilleures blagues d'année en année et puis des meilleurs spectacles. Et je crois que... Donc, la réussite, c'est dans 40 ans, quoi, pour moi. À quel point est-ce que tu peux aussi te... Tu vois, j'ai quand même l'impression que tu es dans un métier où... à chaque spectacle, quasiment à chaque vanne, tu te remets complètement à poil et tu peux pas enfin, t'es pas à l'abri de la mauvaise vanne. Ouais. Tu vois, à quel point est-ce que la mauvaise vanne peut mettre fin à tout? Je pense que ça dépend justement. À quel point elle est mauvaise? Ça dépend s'il y a le mot juif dedans. C'est vraiment ça. Non, je pense que ça dépend des conditions dans lesquelles tu fais la blague. Pour être concret, si je reviens en te disant Paul Mirabel, ça aurait été un échec pour moi, sa carrière. Si j'étais dans son truc, j'y arriverais pas parce que je me sentirais pas du tout libre. J'aurais l'impression que je peux pas me planter, que je peux pas aller explorer des trucs. En revanche, moi, dans ma carrière à moi, je me suis fait un espace dans lequel, si je fais une vanne à chier, concrètement, il y a tous les gens qui vont me suivre qui vont se dire c'est pas terrible. Il y a peut-être des gens un petit peu en dehors du cercle qui vont dire c'est inadmissible de dire ça. Et puis je vais pouvoir dire pardon, parce qu'en plus j'ai mes propres vidéos, donc j'ai mon propre média. Pouvoir dire ouais, effectivement, c'était pas terrible, c'est pas très grave, hein, on travaille, on recommence et on y va demain. Et puis en fait, ça va avoir un impact complètement relatif. Comme je suis pas un objet médiatisé à un niveau incroyable, finalement, je gagne en liberté ce que je perds, entre guillemets, parce que moi je cours pas derrière la notoriété, mais en tout cas, j'ai pas des millions de followers, j'en ai juste 200 000, c'est merveilleux, avec ces 200 000, ce qui est déjà beaucoup, quand même, mais c'est 200 000 qui me comprennent, mais ça vaut, et s'il y en avait que 15 d'ailleurs, que 15 personnes qui me suivent, je préfère avoir 15 personnes que je touche en plein cœur que 1 million qui vont pas capter le délire. Et d'ailleurs, on en arrive au stade où justement tu prends tous les risques et quand tu arrives, je rigolais avec le fait de mettre le mot juif dans la blague, mais quand dans le spectacle on a le passage sur les juifs ça fait péter, moi pour que je m'autorise à aller dans cette blague qui n'a aucun sens, qui est complètement absurde sur un sujet où tout le monde te dit ouais mais attention parce que c'est un peu tabou, quand tu regardes comment on décortique le truc et qu'à la fin c'est zéro tabou, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une blague, mais il a fallu aller explorer ce terrain-là où normalement n'importe qui te dirait tu vois, le premier rire que tu aurais sur scène c'est attention pas de blague sur les juifs, et moi c'est attention les juifs ça fait péter. Quoi? Et en fait je n'ai pas ironisé sur le fait qu'on pouvait plus rire de rien. J'ai montré qu'on pouvait rire de tout avec une blague qui était complètement absurde, que en plus on pourrait chercher à désabsurdiser en disant non en fait il y a un vrai problème de parler de ça. Et puis en fait il y a zéro doute parce que le truc a été décortiqué de bout en bout
Et en fait, c'est ça que je m'offre, moi. C'est ça ma réussite à moi. C'est de pouvoir me dire, la blague, si, bon, franchement, viens, on y va. Si ça va trop loin et qu'on a raté, désolé, quoi. Désolé, mais la bonne fois. Ça, moi, c'est un truc que je trouve assez merveilleux, comme dans votre métier. C'est cette capacité à évoquer des sujets quand même sérieux. On va dire des sujets de société, mais tu vois, il y a quand même tu vois, effectivement, cette blague sur les juifs, t'as quand même tout un apport de déconstruction sur, ok, c'est une blague, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est vraiment une blague, il n'y a pas de doute, et que du coup, tu peux faire la blague parce qu'on peut rire de tout. Ce qui répond aux gens qui te disent, aujourd'hui, on peut plus rire de tout, Coluche, aujourd'hui, il n'arriverait pas à faire de... Enfin, si, ça fonctionnerait. Je pense. Pierre-Emmanuel Barré, franchement, pour moi, excuse-moi, ou Émeric Lompré, on est sur des gars. Il y a Pierre-Emmanuel Barré, c'était quoi la dernière blague que j'ai vu? Il fait un truc sur, je crois qu'il parle de Pierre Ménès ou de, en disant, il est tellement gros que machin, et puis derrière, juste il dit, c'est pas une blague c'est pas une blague grossophobe, c'est une blague Pierre Ménésophobe. Parce que c'est vraiment lui qui me dérange, c'est pas les gros. Et en fait, sale con, quoi. C'est son nom sur Twitter, c'est vraiment sale con. Et c'est ça, c'est sale con, et c'est tellement évident. C'est tellement un truc de connard qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une blague. Donc non, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Hein, mais tu vois, réussir à amener une réflexion, alors que moi je juge comme étant pertinente, mais c'est de mon point de vue, bien évidemment, sur des sujets importants. Tu vois, alors, c'est peut-être moins important, mais moi j'ai trouvé ça m'a marqué aussi. C'est qu'à un certain moment, tu parles des transitions. Entre tes différents sketchs. Et du coup, je me dis que le moment où quelqu'un note une transition dans ton spectacle, en fait, c'est que t'as mindfuck toute la salle pour que justement il le remarque et il te le dise, en fait. C'est pas... C'est comme ça tous les soirs. Mais tu vois, je trouve que pareil, c'est un truc que les gens ne perçoivent pas et en fait, tu mets le doigt dessus et tu leur fais comprendre comme tout cette mécanique que vous mettez en place. Et je trouve que dans l'humour, et là pour le coup il y a plein de types d'humour qui le traitent, tu vois aussi tous ceux qui ont des chroniques à la radio et compagnie qui arrivent de manière très humoristique à appuyer sur des sujets sérieux, ou même comme toi effectivement sur ces blagues sur les juifs, ou Blanche Gardin qui fait aussi des choses qui sont très engagées, mais toujours avec humour et avec intelligence. Blanche Gardin, c'était hyper drôle, son truc de comment on fait du coup si on n'a plus le droit de coucher pour réussir. Effectivement, c'est vrai. Et à quel point est-ce que je reviens du coup au début de l'épisode où tu disais l'artiste, c'est l'inspiration divine qui lui tombe dessus. À quel point est-ce que tu choisis de traiter le sujet et tu trouves comment le traiter, ou le sujet vient à toi parce que tu as pensé à une vanne rigolote et tu dis tiens, du coup ça m'amène par là? Du coup, ça va être intéressant d'explorer les deux trucs dont on parle. Les Juifs, ça fait péter, par exemple, il vient... c'est vraiment une création... petit à petit, quoi. C'est pas un truc... j'ai écrit sur... le végétarisme, et un soir je vais jouer dans un plateau dans lequel justement il y a un humoriste qui parle de végétarisme en disant Hitler il était végétarien, et moi je sais que Hitler n'était pas végétarien, qu'il était juste intolérant à la viande, et puis je vais explorer ça, il était intolérant à la viande, il n'y a pas que la viande, pour le coup il était intolérant à plein de trucs, mais la viande c'était intestinal. À partir du moment où tu fais la viande c'est intestinal, tu dis ouais, mais peut-être prévenir que les juifs c'était pas intestinal, c'était pas qu'un problème de digestion. Et donc t'en arrives au stade absurde d'Hitler qui dit faut tuer tous les juifs parce que ça fait péter. Et à partir du moment où t'as ça, je me dis putain, il va forcément y avoir des blaireaux, je suis désolé, mais il y a toujours quelque part un gars pour te dire excusez-moi, là vous allez trop loin parce que vous diffusez malgré tout et contre vous l'idée que quand même on puisse dire que les juifs ça fait péter. Et évidemment on sait que c'est une blague, mais juste s'il vous plaît arrêtez de faire des trucs comme ça. Je me dis putain, c'est encore plus génial de désamorcer le gars en lui disant qu'est-ce que tu vas faire, tu vas dire non c'est vrai il le pense vraiment les juifs, et là à partir de ce moment là pour moi j'ai pris au piège le mec qui voulait voir le problème, et donc ça c'est vraiment un très long processus. Mais est-ce que du coup, tu as senti que tu devais désamorcer le sujet, justement sur scène, pour le truc? Tu as senti qu'il y avait un risque au tout début, oui, de te faire aligner là-dessus? Au tout début, parce que je n'étais pas sûr de moi. J'avançais un peu sur le truc, je me dis, non mais... de jour en jour, cette blague-là devient un peu plus machin, puis je me dis, mais comme les Noirs. Tu vois la blague où les enfants, ils sont copains comme des Noirs.
Parce que je parle du fait qu'en France, le racisme ordinaire, c'est il y a un autre noir ici, puis deux noirs, vous pouvez être copains. Et je dis, putain, le vrai racisme qui pose problème, c'est le racisme optimiste, c'est le racisme des gens gentils, ça part d'une bonne intention. Qu'est-ce que tu veux faire ça? Parce que les racistes méchants, c'est facile. Mais les racistes gentils, putain, qu'est-ce qu'on en fait des racistes gentils? Mais deux noirs, soyez copains. Et en fait, ce truc-là, on est sur un fil de ouf. Quand je reparle de mon enfant, mon fils qui croise un autre gamin, puis en fait, ils sont copains comme des noirs. Le rire dans la salle, c'est un rire de « Ah putain, comment tu peux dire ça ?» En fait, c'est parce qu'on a montré l'absurdité qu'on en arrive à ça. Mais je sais qu'il faut que je sois impeccable et il faut que ce soit rigolo. Je sais pas comment dire ça. Il faut que ce soit suffisamment absurde pour que ce soit marrant. Si moi j'ai un petit doute et que je le joue en me disant je me demande si c'est pas raciste, en fait les gens dans la salle ils vont faire je me demande si c'est pas raciste. Donc il faut être complètement libre, et pour être complètement libre il faut avoir tout exploré pour pouvoir en arriver à se permettre ce truc là. Et puis il y a autre chose. Moi c'est pas on peut plus rire de rien qui me dérange, c'est plutôt comment faire pour pas blesser les gens. J'aimerais tu vois un jour, il y a une femme noire qui a quitté la salle au moment de cette blague-là. Et franchement, ça m'a fait vriller mon cerveau, quoi. Et elle m'a laissé son numéro et tout ça. Je l'ai recontactée pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envie de comprendre comment tu as pu croire que ça, c'était raciste. Parce que ça l'est peut-être, en fait. Ouais. Je peux pas garantir, moi, d'être un mec génial. Vraiment, je me remets en question, et c'est pas que des paroles. Moi, mon objectif, c'est que ça nous fasse rire ensemble. Et si je suis passé à côté, donne-moi les infos, quoi. J'aimerais bien savoir en quoi j'ai raté. Et puis justement, c'est le droit à l'erreur aussi qui est important. En fait... au fur et à mesure de la discussion, elle a fini par me dire non, en fait, c'est moi qui me suis trompé, quoi. Et effectivement, je suis tellement soumise au quotidien à des trucs qui me font souffrir que quand j'entends ça, en fait, j'ai du mal à avoir à avoir la lecture. Et en fait, j'ai envie de dire c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est pour te dire regarde à quel point chez moi tu peux rire à ça parce qu'il y aura zéro doute, quoi. Et l'objectif en tout cas, c'est ça. Et du coup, tu as dû modifier la construction de ton sketch pour justement amener plus facilement des gens qui le prennent trop à cœur, ouais, parce que trop proche d'eux. Oui, alors ça c'est sûr. En tout cas, petit à petit, tu finis par trouver la forme idéale, c'est certain. Et puis, modifier la manière de l'aborder. C'est-à-dire, ça peut être le même texte, mais ça peut être moi qui le regarde, un regard un tout petit peu plus foutage de gueule. C'est-à-dire que le Comme des Noirs, c'est vraiment... Il faut que ce soit du foutage de gueule pour que ce soit drôle. Si c'est pas du foutage de gueule, il peut y avoir un doute alors que là, c'est vraiment une blague. Ça va taper dedans. Et tu te dis, putain... Mais heureusement que c'est du foutage de gueule. Et je reparlais de Pierre M, moi dont j'adore le travail, Pierre-Emmanuel. C'est tellement du foutage de gueule qu'il y a zéro doute sur le fait que c'est du foutage de gueule et que c'est très drôle, quoi. Et alors, je voudrais reparler d'un autre truc. Quand tu parlais de transition tout à l'heure, c'est encore une fois une création qui arrive en cours de route. C'est l'histoire des transitions, elle arrive dans le fait que dans mon équipe, en tournée, on est 4. Il y a moi, il y a ma première partie, il y a mon régisseur, il y a l'administrateur, c'est les 4, et puis le 5e, c'est celui avec qui on fait les vidéos. Et mon administrateur, Laurent, il y a eu toute une période où c'était notre running gag de dire mais il sert à quoi lui dans l'équipe, parce que toi tu fais les lumières, toi tu fais la première partie, moi je fais les blagues, et en vrai ça part du principe qu'à la fin du spectacle, quand je remercie tout le monde, je peux expliquer aux spectateurs que Jess, c'est lui qui a fait toutes les lumières du spectacle, qui a créé l'environnement dans lequel vous me voyez. Je peux expliquer que Nico, c'était celui qui était à la caméra. Je peux expliquer que le mec en première partie, il a fait des blagues. Mais Laurent, c'est l'administrateur dans la tête du spectateur, c'est quoi. Et donc ça avançait de rire en rire, et puis lui il a beaucoup de second degré aussi, donc on n'avait aucun doute, aucun problème là-dessus, mais donc je le présentais comme inutile et indispensable. C'est vraiment... Et en fait son travail à lui, c'est justement de faire que tout se passe hyper bien. C'est lui qui prend l'hôtel au bon endroit, c'est lui qui prend le train au bon endroit, c'est lui qui modifie ton billet de train quand le lendemain c'est la fête des pères et puis que t'as complètement zappé un truc, c'est lui qui va faire en sorte que la tournée soit buvable. Et que toi, tu t'es juste à te concentrer sur le... Je reçois mes billets de train au bon moment, au bon endroit. Ils sont sur ma carte de grand voyageur. J'ai plus qu'à arriver à la gare et je sais que tout sera fait. Et un soir, justement, je parle de Laurent en disant, en fait, c'est une transition. Elle se voit pas,
Et c'est ce qui fait que tout est fluide. Et c'est de là qu'est née l'histoire de la transition. C'était pour lui dire à lui, moi aussi je fais des trucs qui se voient pas. Et en fait, si on met pas le doigt dessus, on le verra jamais, quoi. Mais c'est pour ça que t'es génial, c'est parce que t'es une putain de transition chez nous. Et donc je le présentais à la fin comme la transition. Ok, joli. C'est assez fascinant, je trouve, cette création comme ça qui se fait par petits bouts. Alors, c'est juste un enfer pour nous parce que quand tu dois créer quelque chose à la base, moi je peux pas créer le spectacle dans lequel il va y avoir tous ces vannes là. Donc quand j'arrive face à mon spectacle, je me dis mais comment je vais réussir à écrire un truc? Comment c'est possible Moi mon cerveau il peut pas d'emblée dire alors je vais avoir un passage sur la transition, après je vais avoir un passage sur les noirs, les juifs ça fait péter, je vais avoir un passage sur ma femme qui saute en parachute. Bah, tu l'as pas du tout ça, donc tu le découvres. Et pour faire la boucle avec ce que je disais au début, c'est que tu fais les choses bien comme il faut et après tu laisses ton bébé grandir et là il y a tout un truc sur les transitions qui arrive avec le que nous dit l'auteur qui vient de ma prof de français, d'espèce de patience comme ça où tu dis et c'est des accès, mais tu peux pas l'anticiper tout ça. Putain, j'adorerais mais non. Et je trouve que avec tes vidéos hebdomadaires, tu fais aussi partie d'une catégorie d'artistes. Parce que moi, du coup, je te considère comme un artiste avec cette notion de création. Mais t'as rien écouté avec ce que j'ai dit, quoi. C'est de créer du nouveau matériel de manière aussi régulière. C'est-à-dire que moi, j'essaye parfois d'être drôle, mais je me dis réussir à être drôle de manière aussi fraîche, aussi souvent. Tu vois, pareil, quand je vois tous tes collègues qui ont des chroniques hebdomadaires, voire même quotidiennes, à la télé et compagnie, je me dis que c'est un travail C'est incroyable. Bah, c'est là que la technique est indispensable. La technique, en vrai, moi j'ai mis en place ce truc-là sur YouTube depuis 2015 maintenant. Je suis un vieux de YouTube, putain. Mais j'ai commencé à faire ça justement parce que je suis flemmard. Et donc, une fois que le spectacle est écrit, il se joue. Et en fait, il fallait tous les soirs que je me remette dans des dispositions de ici et maintenant. Et je savais plus pourquoi mes blagues elles étaient marrantes et tout. Enfin, il y avait quelque chose, j'avais plus d'ennemis, quoi. Tu vois, j'avais besoin là, tout se passait bien. Il y avait des gens dans la salle et tout. Mais au bout de 3 semaines, moi, ton spectacle, il est cool, ouais, c'est bien. Mais tu sais plus pourquoi il est marrant. Putain, mais il faut que tu le saches tous les soirs, sinon ça marche pas. Et en fait, je me suis recréé un ennemi, c'est-à-dire l'écriture obligatoire une fois par semaine. Parce qu'en fait, mon gars, t'es dans la merde. Et quand t'es dans la merde et que le vendredi soir, t'as réussi à rentrer ton putain de truc, bah, je peux te dire que t'es fier de toi, que tu te souviens de pourquoi ton spectacle est marrant, parce que tu viens d'en chier pour écrire 4 minutes. Tu viens vraiment d'en baver, t'as passé une journée complète à écrire machin et apprendre et tout ça. À la fin, tu vois la valeur de ce machin-là, tu le compares avec l'heure et demie que t'as tous les soirs, et tu te dis, bah en fait, mon heure et demie, elle a du sens parce que j'ai sans arrêt la mécanique, quoi. Et c'est comme si tu devais redévelopper tous les jours le même site. Les premiers jours, tu crées ton truc et tout ça, tu vois tout ce que tu as créé comme cerveau, mais le lendemain, en fait, tu t'admires plus pour ça. Parce que en fait, c'est un chemin que tu as déjà utilisé, puis sur le lendemain, puis au bout de 3 semaines, en fait, tu vas le faire comme ça. Et du coup, ton spectacle, il devient comme ça, quoi. Tu vas dire blablabla. Et en fait, il n'y a plus la saveur du truc, et donc, il n'y a plus aucun intérêt. Mais en t'obligeant à développer une page de je sais pas quoi tous les jours, tu te souviens de la putain de valeur de ton truc où tu t'es dit j'ai 24 heures pour faire un site, je me bats comme un chien et à la fin le résultat il est pas décorrélé de tout le chemin. Et c'est là qui fait que le résultat a de la valeur. Si c'est que le résultat, c'est le résultat, oui, bon, ok, t'es fort, super. Mais moi j'ai besoin de me souvenir pourquoi je suis fort en permanence, c'est pour ça que je suis allé sur YouTube. Ouais, tu vois, tu fais le parallèle avec le dev. Je t'en remercie du coup de revenir sur le thème principal du podcast. Nous, aujourd'hui, tu vois, ce à quoi je pourrais le comparer, c'est quand on va essayer de coder sur une nouvelle techno. Ouais. Où en fait, d'un coup, tu n'as plus tes repères. Tu as effectivement l'habitude de ton site, quand tu veux faire un site, tu as ta techno habituelle. Ça déroule, tu sais que ta page, tac. C'était bien Flash, pourquoi ils nous mettent du HTML5 voilà. Et du coup, tu essaies une nouvelle techno et d'un coup, tu es à poil, tu fais attends, mais comment on fait? Moi, sur ma techno, je faisais comme ça, là, j'y arrive plus. Enfin, mais moi, je vois surtout des devs qui, pendant les quelques premières années de leur parcours de dev, vont être capables d'aller apprendre de nouvelles technos. Et puis, il y a un moment... Tu deviens flemmard. Quoi. Ouais, c'est difficile, quoi. Et tu vois, moi, j'ai plus de 40 ans. Ça fait du coup 30 ans que je dev.
Il y a 10 ans encore, j'ai pu... Ouais. Ouais. Non, j'ai commencé très tôt. J'ai effectivement quand tu commencé disais que tôt. t'as commencé tôt, c'est vraiment hyper tôt, quoi. Et, Mais t'as développé sur quoi? C'était le truc avec les ronds, là? alors, non, quand même pas. Non, moi, le premier truc sur lequel j'ai développé, c'était un langage vraiment rudimentaire qui s'appelait le BASIC. C'est dire à quel point il était rudimentaire. C'est mon frère qui m'avait montré comment faire un triangle qui devient un carré, qui devient un hexagone, qui rajoute une face comme ça, jusqu'à ce moment où ça devient un cercle, parce qu'en fait, tu as tellement de faces que tu vois plus le... Pour ceux qui pensent que la Terre est plate, c'est peut-être vous donner un exemple. C'est une somme de... Donc voilà, donc j'ai pu commencer effectivement très tôt. Et en fait, pendant longtemps, j'ai pu apprendre de nouvelles techno, jusqu'à il n'y a pas si longtemps où j'ai appris pour faire des applications mobiles à la naissance de ma deuxième fille. La première, c'était une techno, mais tu vois, aujourd'hui, tu me mets une nouvelle techno dans les pattes. On a un peu la flemme, hein. Ouais, je sens que c'est dur, quoi. Ouais. C'est difficile de se remettre comme ça. Et tu vois, je trouve que s'imposer ça toutes les semaines, mais je sens que tu as une routine, tu vois. C'est un... c'est parce que je suis comme toi, c'est vrai, c'est vraiment difficile. Puis j'ai vraiment envie de rien foutre. C'est quand même génial. C'est facile c'est mieux, quoi. Mais au final, je pense qu'on doit lutter contre notre cerveau. Il y a un truc un peu philosophique là-dedans, c'est qu'il faut découvrir les endroits où tu es nul et te bloquer, te faire en sorte que tu sois obligé d'aller affronter le truc. Parce que je pense qu'on pourrait tous vivre, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi, je pourrais tout à fait vivre, et je l'ai fait pendant le confinement, jouer à Mario toute la journée. Franchement, ça me pose aucun problème, je suis très joyeux là-dedans. Et il y a un moment où je vais partir un peu en déprime, et là, je vais recommencer à gratter. Mais c'est justement parce qu'il y a cette déprime que je vais recommencer à gratter, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais comme je te disais, il n'y a pas une influence directe de Dieu. C'est pas quelque chose qui m'est indispensable, quoi. C'est quelque chose qui, à un moment, je me dis, bon, allez, on se bouge le cul, quoi. Tu sais, ça fait 3 jours que tu te lèves à 11h. Dans ta vie, je veux dire, tu vois, et ce moment où tu dis, dimanche, en fait, je vais me lever et je vais aller faire un footing. Et à 11h, quand tu as fini ton footing, tu as pris ta douche, tu dis, je peux rejouer à Mario. C'est vrai. Et là, maintenant, Mario, c'est un bonus. C'est pas juste le truc qui tient ma vie. Je sais pas si je suis très clair dans la sensation, mais c'est un peu ce truc-là contre lequel je dois lutter en permanence. C'est que moi, je suis vraiment un vrai flemmard et je pourrais passer vraiment toute ma vie à rien foutre. Et à la fin, contempler ma vie en disant, mais putain, mais quel gâchis, quoi. Donc t'es arrivé sur la planète, à la fin tu meurs, et entre les deux, t'as fait quoi? T'as attendu? Mon gars, donc là, je me mets des enjeux, je me colle des coups de pression tout seul, quoi. Je sais très bien que j'ai la flemme d'écrire, d'apprendre. En fait, tous les vendredis, je vais être obligé de le faire. Et je me colle une vidéo, et mon gars, t'as pas le choix, hein. C'est là, c'est tourné, et demain, c'est sur YouTube. Si c'est nul, ça va se voir, donc fais de ton mieux. Et en fait, je me mets dans les dispositions dans lesquelles je suis obligé de faire de mon mieux, je suis obligé de me pardonner, je suis obligé de créer, je suis obligé d'utiliser parfois des trucs très techniques parce que j'ai pas la foi, quoi. Il y a des vendredis où t'as pas la foi, mon gars. C'est horrible, t'es défoncé, t'es fatigué, t'as tapé 2 nuits blanches, il y a ton fils qui est malade, il y a tout enfin, moi j'ai 3 fils, il y en a toujours un qui merde. Il y a jamais t'as 2 filles, toi? J'ai 4 filles en tout à gérer. T'as 4 filles à gérer. Ah oui, t'as récupéré un matos avec déjà 2, quoi. Vous êtes des warriors. T'en as refait 2 derrière, mais vous êtes malade. Non, j'en ai eu 2 avant. T'en as eu 2 avant? J'en ai eu 2 en plus qui sont arrivés après. Ah oui, donc t'as commencé très tôt à développer. Mais c'est vraiment c'est un sport quotidien. Et puis en plus ta boîte, et puis des gens qui te disaient on fait quoi aujourd'hui? J'en sais rien. J'en sais rien. Débrouillez-vous. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu crois que je sais ce que je vais faire moi? Mais voilà, tu t'es confronté sans arrêt à tes incertitudes. Et en vrai, je pense que moi c'est ça qui me fait me sentir vivant quand même. Ouais. C'est que je vais peut-être être nul, je vais peut-être rater. Il y a des vendredis, je suis pas fier de mon taf, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, ça sort le lendemain. Il y a des gens qui disent c'était pas terrible. Ouais, je suis d'accord avec vous. Bon voilà, c'est pas grave, on apprend à se pardonner, mes amis, hein, c'est ça. Hein. Et finalement, le meilleur moyen de pas être nul, c'est vraiment de rien foutre. Hein. Ça, c'est génial. Alors que là, quand même, toutes les semaines, j'ai l'opportunité d'échouer, quoi. Mais en même temps, ça te donne un truc très gratifiant parce que même quand t'échoues, en fait, t'as fait un truc, hein. C'est pas terrible, mais c'est pas grave, tu vas faire. Et puis surtout, il y a une progression. Moi, entre mes premières vidéos de 2015 et celles d'aujourd'hui, je suis content de ce que je touche au quotidien. En 2017, j'étais content de ce que je faisais. En 2019, j'étais content. Et là, on est en 23, je suis encore content. Je suis content parce que mais est-ce que t'es encore content de ce que tu faisais en 2017? Est-ce que si tu regardes une vidéo... Non.
Je me dis, mais bon, qui te prenait là? Qu'est-ce que c'était que ces trucs-là? Et je les regarde avec beaucoup de tendresse, parce que je me dis, ouais, ça fait partie du chemin, hein, c'est pas grave. Mais ouais, non, j'ai beaucoup de mal à regarder mes anciens trucs. Alors, je vais pas le dire comme une starlette, tu sais, qui supporte pas de se regarder. C'est-à-dire, moi, je me regarde et je me dis, mais quel tocard celui-là. Et c'est moi. C'est aussi une mise en avant du chemin parcouru. Ouais, c'est ça. Tu t'admets que ouais, t'as fait ce que t'as pu, quoi. Moi, je suis assez partisan du fais ce que tu peux. Et bah, si t'es médiocre, c'est dommage. Mais vraiment, c'est ton niveau, quoi. Et moi, ça me va très bien. Je fais ce que je peux. Si c'est médiocre, c'est médiocre. Ah ouais, désolé. Je fais ce que je peux. Le regard sur le passé, c'est un truc qu'on a beaucoup dans le dev. C'est-à-dire qu'on sait que quand tu ouvres ton code que tu as écrit il y a 3 ans, tu saignes un peu des yeux. Tu fais, comment ça se fait qu'il y a c'est 12 lignes, c'est là pas moi qui fais ça. Ça doit être un stagiaire. C'est pas moi. C'est sûr, c'est pas moi. Hein, ouais. Il y a aussi cette culture du feedback qui a certaines similitudes, mais je pense des grosses différences entre nos deux métiers. Toi aujourd'hui, tu es sur YouTube et sur scène. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est les commentaires sur YouTube ou d'avoir une salle qui rigole pas à une vanne où tu pensais qu'il y aurait eu un... Alors moi, quand ils rigolent pas, les gens, je m'en fous. Mais complètement. Mais pas à l'écriture. À l'écriture, il faut qu'ils rigolent. Mais quand je suis sur scène, je veux... Comme je t'ai dit, je veux offrir un moment de liberté aux gens. Bah, la moindre des choses, c'est que je ne leur demande pas de rire. Je peux pas leur dire, là, c'est prévu qu'il faut rire. Tu vois, moi, Oui, mais du coup, c'est aussi un sentiment. Tu pourrais le prendre en disant, bah, en fait, ce que j'ai écrit ne marche pas. Donc, tu vois, tu pourrais le prendre aussi sur. Mais après, ça dépend quel est ton objectif. Moi, je me dis, quand je monte sur scène, je me dis, en fait, mon objectif, c'est de parler. Donc, il faut que je parle. Et après, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ils peuvent rire, ils peuvent ne pas rire, ça peut leur déclencher des trucs. Mais moi, il faut que je me mette dans la situation dans laquelle je vais être le plus direct dans ton cœur. Et ensuite, ton cœur, il parle comme il veut. C'est toi qui vas rire, c'est toi qui vas pleurer même peut-être. Moi, il y a 3 semaines, il y a une fille qui m'a attendu à la sortie du spectacle et elle était en larmes en me disant « Mais en fait, tu te rends pas compte à quel point ça me fait du bien de t'avoir dans ma vie. Juste, je viens voir ton spectacle, ça a une valeur. » Elle me dit « Vraiment, je te le dis, c'est un truc... tous les samedis matins, je suis avec mon mari et mes 2 filles. On a des périodes pas faciles. » Mais le matin, le samedi, quand on met la vidéo, on s'attend avec mon mec et en fait, ta vidéo, elle a une valeur pour nous. C'est un point de repère, un truc. En vrai, ça m'a vachement touché qu'elle me dise ça. De la même manière que ça m'aurait vachement touché qu'elle me dise « Tu te rends pas compte à quel point t'es une merde ?» Et je respecte l'état dans lequel elle est en voyant ce truc-là, mais par contre, je n'y crois pas en soi. Je sais pas comment dire ça. Je me décale de ce devoir-là d'être... c'est-à-dire, moi, je fais juste des blagues et je suis content que ça te mette dans cet état-là. Par contre, je suis obligé de pas y voir, moi, une responsabilité dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour ça que le pas de rire... Bah, il t'appartient. Le mauvais commentaire sur Internet, il t'appartient aussi. Moi, en fait, je fais ce que je peux. Je le pose. Et oui, c'est ton droit le plus total de regarder mon truc et de dire que tu n'aimes pas du tout. Au moins, c'est un cadeau que je te fais. Okay. Je pense même que c'est un beau cadeau quand tu es créatif et que tu montres ton truc et qu'il y a des gens qui disent c'est de la merde. Pourquoi c'est un beau cadeau? Parce que je pense que l'humain est foncièrement créatif, qu'on a besoin de créer, que ce soit de l'écriture, du dev, être cuisinier. On a besoin de créer. Ça, c'est vraiment un truc viscéral chez l'humain. Là où aujourd'hui, le monde capitaliste a fait qu'il y a beaucoup de gens qu'on a embauchés, mais pas pour créer. En fait, ils sont juste là afin de faire ce qu'un autre a créé. Ouais, vraiment, il y a un côté comme ça où finalement, il n'y a plus effectivement ce côté créatif. Donc, c'est très déceptif pour un humain qui arrive sur cette planète avec toute son envie de bébé, de je vais croquer le monde. Et puis, à 30 ans, tu te rends compte qu'en fait, non, t'es juste un outil, quoi. T'es un rouage. Mais putain, j'avais pas prévu de créer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet. Tu regardes les gens qui créent et tu crées un truc, toi. C'est de la merde. Voilà ma création. Je viens de te dire. Donc, je pense qu'on rend service aux gens qui nous insultent quand ils le font. On leur rend service parce qu'ils ont l'opportunité de créer sur notre création, quoi. Et en vrai, quelque part, on leur fait du bien. Donc, je me dis que je suis utile aux gens qui me détestent. Et après, j'ai de la chance, si tu vas regarder un petit peu ma chaîne... les algorithmes, on peut dire ce qu'on veut dessus, mais je crois que globalement, je me fais très peu insulter, moi. Il y a des gens qui ils peuvent ne pas être fans, et puis voilà, mais globalement, quand tu as compris au bout de 3 semaines ce que je fais, tu vois bien déjà que
je veux pas te déranger. Je vais pas m'imposer chez toi. Je viens pas dormir. Je suis pas. Je fais ce que je fais. Je le pose là. Si t'as pas envie de le regarder, tu le regardes pas. Et puis très vite, ouais, j'ai pas beaucoup de haters, quoi. Ouais. Et on sent du coup tu as un certain détachement, tu arrives à être conscient que quand tu as une critique sur un de tes spectacles ou sur une Ouais. de tes vannes, bah, c'est sur la vanne, c'est pas toi, Oui, c'est pas moi. toi Verino qui est Ah ouais. attaqué. Nous sur le dev on fait ce qu'on appelle des code reviews, c'est-à-dire que en fait t'écris ton code et après tu l'envoies à un senior ou une senior de l'équipe et tu dis tu peux me dire Tu si peux m'humilier. si c'est bien. et je te jure que nous on a des cours, il y a des formations qui sont données justement à ces seniors sur comment faire un bon feedback, parce que parfois c'est un peu cash, mais surtout quand tu es face à quelqu'un d'un petit peu plus jeune Ouais, qui te le fout en disant c'est moi en fait que je te montre, Ouais, c'est ça. mon travail, mais en fait c'est moi que je En te fait, montre. Et quand tu dis bah ça en fait ça correspond pas au truc, ça c'est nul, ça marche pas, Ouais. bah, le mec se dit bah en fait c'est moi qui suis nul, et c'est Je moi qui marche fonctionne pas. Ah ouais, c'est ça, C'est- exactement. Est-ce que toi t'as toujours eu ce détachement entre ce que tu produis Assez et vite, ce ouais. les commentaires? Assez vite parce que j'étais pas capable. Hmm. Je suis pas capable. En vrai, je suis pas capable. Je suis pas capable de me mettre à nu sur scène et de me faire humilier. J'y arriverai pas. Et donc très vite, j'ai compris comment fonctionnait mon cerveau et je me suis dit bon. Il y avait Billets Réduc, ce site de réduction ouais, de prix de billets. Et au tout début, quand je suis arrivé, vers 2005-2006, 6-7 plutôt, c'est le moment où ce site a émergé. Pardon. Je bois de l'eau en même temps, et donc du coup, ce site a émergé. Et donc, bah, c'est la première fois quasiment en France que les gens pouvaient mettre des critiques sur tous les spectacles. Et donc, il y avait ce truc-là horrible où t'es limite en refresh. T'as eu 7 spectateurs hier soir. Il y a très peu de chances qu'il y en ait un qui aille mettre une critique sur le site, mais j'ai joué hier, t'as envie d'avoir le. Et puis le jour où elle est mauvaise, mais c'est d'une violence, mais d'une violence. Tu te dis putain, mais moi je suis tellement. Moi ce métier, je le fais pour rendre les gens heureux. Enfin, c'est tout bête, c'est ridicule et c'est vraiment fleur bleue de base, mais moi, en fait, mon objectif quand je monte sur scène, c'est que les gens rigolent, qu'ils soient plus heureux. Enfin, c'est paradoxal avec ce que je dis, mais si on écoute bien, on comprend. Mais je veux que les gens sortent mieux de mon spectacle qu'en y étant venus. Je veux que. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très généreux de ma part. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je me perçois comme quand je monte sur scène avec une envie de donner complètement. Quand tu donnes complètement, que tu t'ouvres complètement, que tu mets tes tripes sur la table et que le mec fait « j'aime pas ». Ah, la violence mais je me suis offert à toi. Ouais, moi, c'est vraiment quasiment la même chose que quand tu tapes ton premier rendez-vous avec une meuf et puis que la soirée elle se passe et puis à un moment vous allez faire l'amour et puis elle te regarde à poil, elle fait ah. Toi tu dis mais comment ça ah. Comment tu peux avoir ce réflexe? Et aucun être humain fait ça, mais en tout cas c'est ce que tu penses que tu peux recevoir. Et internet au début bah, ça permettait de faire ça parce que tu peux dire c'est vraiment de la merde, tu l'écris en 3 mots, c'est même pas ton vrai nom, et donc on se prenait des trucs comme ça d'une violence sans nom et je me dis mais en fait je suis pas capable de résister à ça. Et puis, je me dis, oui, moi je suis pas capable parce qu'en fait, moi ce que je fais, c'est juste donner. Bah, ok, déjà accepte en fait, donne. Et ensuite, à partir du moment où. Imagine que tu es vraiment généreux parce que tu te fantasmes généreux. Tu te fantasmes monter sur scène et donner. Bah, si tu donnes, en fait, c'est pas à toi de choisir comment les gens le reçoivent. Donc, tu peux au moins leur laisser la liberté de ne pas rire, de ne pas t'aimer. Ça, c'est un vrai cadeau, hein. De laisser ouais, bah, détestez-moi si vous avez besoin. Ça, c'est un vrai cadeau. Et dans ce cas-là, elle va jusqu'où ta générosité, quoi. Et donc, très vite, ça m'a déclenché tout un schéma en fait, c'est. Ouais, genre, si je vous donne vraiment à ce point-là, c'est que j'accepte que vous receviez le truc comme j'ai pas envie que vous le receviez, mais c'est comme ça. Et puis après, bah, très vite, tu vois ton chemin, et puis tu finis par te dire, bah, il faut que j'ai de la distance entre ce que je suis et ce que je fais. Et puis après, tu commences à lire un peu de philo, tu te dis, putain, c'est fou, il y a quand même des gars qui ont trouvé ça il y a 4000 ans, quoi. Et je redécouvre ça, et je suis trop content de découvrir mon chemin, alors qu'en vrai, ouais, non, tout le monde avait déjà pensé ça. Hein. En tout cas, c'est vrai que sur scène, moi, c'était un vrai plaisir, j'ai passé un excellent moment. Ouf. Pour terminer, j'évoquais tout à l'heure que nous, sur le dev, on essaie d'apprendre des nouvelles technos Ouais. pour essayer de rester en jambes, parce qu'en fait, c'est un monde qui bouge beaucoup, il y a des tas de technos qui changent tout le temps, donc il faut se tenir à jour, sinon tu deviens juste obsolète. Exactement. Dans l'humour, c'est un peu le cas aussi. Il y a une époque de Pierre Palmade, Robin, où c'était la culture du sketch, Elise Moon et compagnie.
Aujourd'hui, tu pouvais faire 2 sketchs à la télé, t'étais une star pour 15 ans, quoi. Gad Elmaleh, il a commencé en faisant beaucoup de sketchs, maintenant il fait beaucoup de stand-up, donc t'as les tendances comme ça qui se font. Est-ce que toi, tu serais du genre à aller te mettre en danger, parce que je crois que c'est le terme consacré, sur un autre genre, pour essayer justement soit de te maintenir en jambes, soit de te dire « Ah, je sens que la prochaine vague, ça va être les imitations ». Ouais, alors je suis pas sûr. Je crois que... Un binôme avec Laurent Gérard peut-être bientôt Ouais, j'ai plein de trucs à apprendre là-dedans. Mais oui, en gros, moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, au-delà du fait que j'aime bien faire rire, tout ça, moi, il y a quand même un côté, le bébé que j'étais, quoi, le petit garçon que j'étais, qui continue à apprendre. Je pense que l'intérêt de la vie, c'est quand même de progresser. Et là où, à 40 piges, parce que je suis de 82, tu te dis très vite, ouais, c'est quand même vraiment cool d'arrêter et d'abandonner. En vrai, il y a quand même ton petit diable dans ta tête qui dit, bah oui, mais du coup, bah saute, hein. Si t'es plus là pour progresser, voilà. Donc il y a ce côté-là, comme toi, t'apprends des nouveaux langages. Bah moi, sur scène aussi, j'apprends des nouveaux langages. Et même... il y a plein, il y a l'écriture, il y a le delivery, et puis il y a comment tu le montres derrière maintenant, qui est encore un nouvel apprentissage. Moi, quand je suis arrivé sur YouTube en 2015, j'étais tout seul. Il y avait aucun ou très peu d'humoristes, ou alors ils mettaient leur sketch tel quel, mais le format que j'ai avec les spectateurs derrière, l'écran géant, tout ça, c'est un, c'est un vrai truc de mon cerveau c'est ça le prochain passage. Le, le prochain axe de liberté, en fait, je crois qu'il y a un truc comme ça. Si je vais dans ce chemin-là, je vais pouvoir choisir ce que je vais faire plus tard. Et de la même manière qu'il y a 2-3 ans, j'ai commencé à poster mes trucs sur Instagram, alors que j'ai toujours posté sur YouTube des formats assez longs, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe sur Internet, c'est du 5 minutes. Là où aujourd'hui, si tu fais plus de 45 secondes, t'as intérêt à être bon, mon gars, parce que ça swipe à toute vitesse. Mais en fait, ces nouvelles techno, bah, c'est un peu mes nouveaux langages à moi. Comme toi, tu dois apprendre, t'es passé de Java à C++, enfin, j'en sais rien, c'est 3 mots que je connais. Ça passe. Bah, moi, c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, ça m'intéresse. J'ai envie de garder le côté un petit peu... Moi, j'ai envie de garder le côté un peu conservateur. Je me fantasme être ce gars-là que tu as rencontré à 25 ans et avec qui tu vas continuer à rire quand on aura 50, tu vois. Parce qu'on grandit ensemble. Parce que quand j'avais 25 ans, on avait 25. J'avais des blagues en adéquation avec ce que tu vivais. Puis là, aujourd'hui, bah putain, je suis devenu papa, toi aussi. Il y a quelque chose... J'ai envie d'être au-delà de l'humour, j'ai envie d'être au-delà du spectacle, j'ai envie d'être une espèce de point de repère. Encore une fois, je vais repartir sur le fait que le monde va vite et que tout se consomme à toute vitesse. Moi, je veux pas être inconsommable. Moi, je veux être quelque chose que c'est là. C'est une espèce de solidité. Ouais, j'ai du mal à être très clair là-dessus, mais c'est un peu ça que je rêve d'être. Et donc, pour pouvoir être là et tenir sur le long terme, bah, il faut apprendre tous les nouveaux langages parce que tout ce que tu arrivais à faire en Java et ce que tu dois faire aujourd'hui en HTML5, HTML, bah, en fait, tu as eu besoin d'apprendre au début. Poster une vidéo en Java, ça pesait 12 000 tonnes et puis c'était un peu. C'était gras, quoi. Je sais pas, moi j'avais ça comme sensation sur le Java, c'était vraiment. Tu vas, c'était un peu lourd. Et ta page elle est hyper lourde, alors qu'avec le nouveau langage, bah, du coup, tu as beaucoup plus de liberté, tout ça. Mais tu as beaucoup plus de liberté, mais ça demande tout l'apprentissage. Mais du coup, sur le long terme, c'est une plus grande une capacité à tenir encore. Bah, c'est un peu ça que j'aime, moi, dans ce métier-là. C'est que moi, je veux faire ce métier encore 60 ans. Et pour pouvoir le faire 60 ans, bah, il va falloir que je comprenne les codes au fur et à mesure. Et en même temps, c'est ce qui fait que je serai toujours ce petit garçon qui a soif d'apprendre et de découvrir, quoi. Donc en 2024, on retrouvera Verino sur ChatGPT. Bah, et tu sais quoi? J'observe. Tu sais, c'est très marrant ce que va taper qui est Verino sur ChatGPT, c'est super drôle. Bon, pour moi, ça explique même toutes les problématiques des intelligences artificielles, comme c'est des trucs d'algorithme. Bah, quand tu tapes Verino, lui, il va chercher les informations et je suis humoriste. Il va chercher les informations et il sait que je m'appelle Olivier. Mais à partir du moment où tu as deux trucs, c'est-à-dire que c'est Olivier et humoriste, bah, le plus grand nombre de sorties qu'il y a derrière Olivier quand tu parles d'un humoriste, c'est de Benoît. Et donc, tu demandes à ChatGPT qui je suis, il va dire je suis un humoriste qui s'appelle Olivier de Benoît. Parce que on parle beaucoup plus d'humoriste dont le prénom est Olivier voilà, que Olivier Balestriro qui est mon vrai nom, quoi. Et donc effectivement, c'est là que tu vois les limites de la techno, quoi. C'est assez passionnant. Mais donc je me demande bien comment ça va fonctionner même à l'avenir, quoi. Est-ce que
est-ce qu'il y a un truc même dans le... Effectivement, tu as raison sur le côté artisanat, etc. Je me demande s'il n'y a pas moyen, limite, de créer un algorithme capable de faire du Jeselnik, quoi. A plus B égale D. Oh, mon Dieu. Alors, nous, il y a quelques personnes qui font du stand-up chez Cosa Vostra qui ont testé d'écrire des blagues avec ChatGPT. C'est gentil. Il y a, en fait, il y a des... Ce qu'elle disait, c'est qu'il y a des mécaniques qui sont là, alors qui sont des grosses ficelles du stand-up, genre, je sais pas si vous avez remarqué, des trucs comme ça, mais en fait, tu as une structure globale qui est là. Ouais. En revanche, les punchs sont en général à côté. Mais il y a quand même... Il manque l'instinct, exactement. Ouais. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour cette discussion riche, pleine de choses. Merci beaucoup, Verino. Je m'excuse pour les phrases très longues que j'ai fait parfois. Hein, c'est évident, il y a des trucs où je pars dans des trucs. Mais en tout cas, j'ai mis tout ce que je pouvais dans cette discussion. C'était vraiment top. Merci beaucoup. Ton actualité, du coup, on m'a dit que tu repars en tournée en septembre. Ouais, j'ai tout sur verino.fr pour les gens qui sont curieux. Et puis j'ai surtout des vidéos qui sortent tous les samedis sur YouTube. Et ouais, c'est la dernière année de Focus là. On a fait 150 000 spectateurs ces 2 précédentes années. Et donc le dernier, en vrai, je me demande si c'est pas l'année de trop. C'est quand le spectacle il arrive à maturité et on a fait 2 années qui étaient géniales. Et évidemment, non, c'est pas l'année de trop parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont le découvrir ce spectacle. Mais c'est vraiment la dernière année pour le coup du spectacle. J'ai envie d'écrire de nouvelles choses, quoi. Et donc il y a un moment tu arrêtes le support, comme nous on arrête de supporter un logiciel parce qu'il y a un moment c'est la fin. C'est obsolète. Là, il faut décider que c'est obsolète. En tout cas c'était un super spectacle, je recommande vraiment à tout le monde d'aller le voir. Moi j'ai passé un super moment. Bah, merci. T'es venu avec ta femme? Je suis venu avec ma compagne, effectivement. On avait déjà été te voir il y a quelques années près de Montparnasse aussi. Je sais plus quel était le... Au Grand Point Virgule, je pense. Ça devait être ça, ouais. C'était le précédent spectacle ou c'était le précédent. Okay. Donc dans la petite salle où t'as mal au cul. Exactement, c'est ça. Il y avait une histoire avec un chauffeur de bus. Oui, c'était une meuf qui était morte en essayant d'arrêter un bus. Voilà. C'était ça, hein. Ouais. Ah, c'est drôle que c'est ça. C'est marrant, c'est resté. Ouais. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup, Verino, pour tout ça. C'était top. Et du coup, j'avais tout le monde. Merci pour ta patience. Merci. Franchement, c'est hyper intéressant comme ce croisement d'expériences. Alors j'ai beaucoup plus parlé que voilà, mais en tout cas parce que je sais que c'est le but quand même. Exactement. Mais du coup je vais écouter avec attention ce que disent les autres artisans. Et top. Et merci à tous d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Donc Verino, il a la conclusion de tous ces invités spéciaux que j'ai eu cet été. On recevra Benoît courant septembre de Artisan Développeur pour faire une espèce de conclusion entre devs de est-ce que le dev est un métier d'artisan ou d'artiste. Donc voilà, pour un peu mettre en résumé tous les avis qu'on aurait eu donc de Verino, de Yannick Aleno, de Oldelave, j'espère qu'il aura fait le truc entre-temps, de Kat à Disneyland Paris, bref, tout ça. Merci à tous. T'as Oldelave aussi ? Hein, t'as déjà eu Oldelave là ? Pas encore, j'attends de programmer la date d'enregistrement. Ah, écoute, c'est merveilleux. Si tu peux lui glisser un petit mot pour qu'il se dépêche. Pour qu'il se dépêche, ce serait top. Voilà, j'espère à tous que vous avez passé de très bonnes vacances. Je vous retrouve très bientôt pour la reprise du podcast IFTTD. J'imagine du coup la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.